Les amis, bienvenue. La voici, votre nouvelle émission Omnisport. C'est tous les lundis à partir de maintenant, 21h, le RMC Sport Club. Pendant 1h et quelques. Ça dépend si c'est bien ou pas. Des fois, ça sera plus court, des fois, ça sera plus long. On va parler ensemble. On va choisir 2-3 thèmes liés à l'actualité sportive. On va débattre avec ça, avec des copains autour du canapé. Pour ceux qui étaient sur le ping et qui veulent continuer à voir le ping, vous allez sur YouTube, pas de problème. On a tout fait. On a fait en sorte que vous puissiez continuer à voir le ping. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'aimerais quand même qu'on vous rejoue le point de légende qu'il y a eu entre Alexis Lebrun et Lin Moonju, le Taïwanais. Malheureusement, Alexis Lebrun est venu perdre son match. Est-ce que c'est prêt en régie le point? Ah, c'est pas maintenant, mais d'accord, il n'y a pas de souci, On va évoquer les points de la soirée. On va parler Ligue des Champions après 3 journées, les copains. Est-ce que cette nouvelle formule, elle vous hype ou pas? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le chat, pareil, toute la soirée, je compte sur vous pour échanger. On va essayer au maximum de vous lire. Le but, c'est qu'aussi, on soit 4 autour du canapé, mais que vous soyez avec nous pour débattre avec nous. On va parler ping aussi, justement. On en parlait il y a 2 secondes. Est-ce que pour vous, et je pense que vous êtes obligé vous n'avez pas pu passer à côté, pardon, la hype du ping, est-ce que c'est juste une hype? Est-ce que c'est un soufflet qui sort du four et il va redescendre? On va en parler. On aura aussi Christophe Legout avec nous. Pour ceux qui aiment le ping, vous avez vu, il est souvent avec nous. Et on terminera cette petite émission. Un petit sujet qui, je pense, va nous faire bien débattre. Les top 5, les plus grandes stars françaises en ce moment. Un petit top 5 des plus gros sportifs. Je sais qu'il y a des petits sujets de discorde entre nous, ça va être assez marrant. Petit générique et je vous présente les copains qui sont avec moi ce soir. Mon Sacha. Oh, le spoiler. Tout de suite, c'est terrible. Direct. Mais j'allais pas faire une présentation de 3 pages pour après te présenter. Les gens savent. Pour moi, c'était impossible de faire cette première sans toi. Comment ça va, Sacha? J'ai cru comprendre que t'as commenté un peu du NBA 2K ce week-end. Ouais, exactement. On s'est impliqué aux premières heures qui nous ont amené surtout ces trucs de commentaires, etc. Donc les jeux vidéo. Et on a vu des petits canapés confortables, un peu de lumière ici. Donc on s'est dit, Sport Club, ça a l'air En fait, je l'ai pas du tout invité. C'est incrusté clairement. Oui, très clairement. Parce que j'ai vu les thématiques, j'ai vu les opinions des gens. J'ai dit, ça va pas du tout. Donc il fallait que je vienne un petit peu perturber tout ça. Mais très content d'être là. Et on a un chat très chaud. Donc ouais, je suis le sens. hypé. Tu as un beau bras de micro, dit John. On a 4 beaux bras. C'est dur à dire beau bras. C'est pour ta diction. Ouais, exactement. C'est un petit exercice. À ma gauche, Manu, gros fan de sport, de F1 en général. Alors cette semaine, on va pas parler de ce sujet, mais il faudra un peu évoquer ce sujet. Est-ce qu'il y a besoin de pluie en F1 pour qu'on puisse s'amuser? On y viendra peut-être. Ouais, vas-y, carrément. Déjà, salut à tous, bravo pour le setup, parce que franchement, le décor est incroyable. Merci pour l'invitation. Et oui, bien évidemment, on va mettre des arrosoirs maintenant autour de la piste. Et même quand il fera 40 degrés, puisque l'écologie prime surtout, on ira mettre 200 litres d'eau pour doper un peu le spectacle. C'est la Formule 1, les enfants. On en parlera. Si un jour, vous vous êtes demandé qui est derrière toutes les notifications des applications RMC Sport que je reçois, alors, grâce ou à cause, des fois, on sait pas. Non, c'est grâce, s'il te plaît. C'est grâce à Apolline. Apolline, je suis très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Moi, je suis super contente d'être là et on est très bien installés. Voilà. Oui, donc les notifs, c'est moi. Mais bon, en même temps, ça vous donne un peu les infos. Et comme à chaque fois, vous cliquez dessus, je vais continuer. Mais tu sais que vraiment, avant de bosser ici, je me posais cette question. Moi, j'adore faire ça. C'est la pression un peu avant d'envoyer une notif ou pas? Alors, je relis 25 fois chaque notif pour être sûr qu'il n'y a pas une coquille dedans. Ouais. Et surtout, j'adore faire ça. Trouver la petite formule qui va vous plaire et vous faire venir, moi j'adore. Des fois, je suis chez moi, je suis en mode bien trouvé celle-ci. Bien joué. J'ai envie de cliquer. Faut jamais mentir, mais il faut toujours attirer. Ouais, voilà, clairement. Premier débat, les amis, je vous en ai un peu parlé. On est sur après 3 journées de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on en pense de cette nouvelle formule? Je vais faire rapide un petit tour de canap'. Apolline, on a terminé par toi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es hypé ou pas par cette nouvelle formule? Je suis un peu mitigée. Il y a des aspects vraiment positifs qui me hype et je trouve que c'est un format qui redope bien la Ligue des Champions parce qu'il y avait une lassitude sur le format précédent. Ok. Et ça permet d'avoir un petit peu plus de clubs. Mais d'un autre côté, j'ai quelques réserves et je pense qu'à la suite... On va en parler. Exactement. Rapide tour de canap'. Sacha, t'en penses quoi, toi? C'est clairement le meilleur format qui a été fait. Voilà, on y est. Pas trop de questions à me poser là-dessus, mais pour moi, il y a tous les ingrédients qu'il faut et au moins, c'est une évolution enfin. Ok. Manu? Je trouve ça horrible. Ah ouais? Mais vraiment. Je trouve ça abominable. On a un casting exceptionnel. Je trouve ça abominable. On va expliquer pourquoi, mais c'est illisible.
c'est nul, il y en a trop et ça perd de son intérêt. Dans le chat, j'ai pas de lui qui dit je n'aime pas du tout M sauce ping, exactement. Tu le reconnais aussi, j'ai pas de lui. C'est mon frère. C'est moi-même, j'écris dans le chat. Je suis là. Je vois que je me fais vanner sur ma bague, j'adore. Je me fais vanner sur ma bague, un point américain. Ah ouais, c'est clair. C'est histoire de frapper. Je me suis dit que j'allais être sympa avec toi. Pour les lois de l'UFC, ça c'est mieux. T'es arrivé qui dit non, trop redondant, moins spectaculaire, trop de matchs, trop de gros matchs, trop tôt. Ok, c'est intéressant. On n'y comprend rien, je suis pas fan non plus. Pour répondre à ce sujet, forcément, on a envie à chaque fois de vous apporter un peu et de vous apporter de chat des invités qui vont arriver avec des facts bien précises. On a Christophe Lepetit qui est économiste du sport. Préparez vos questions, que ça soit vous dans le chat et vous aussi autour du canapé. Christophe, comment ça va? Bah ça va bien, vous aussi? Ça va top. Super, j'espère que tu l'as vu que ça va. Ça a l'air, il y a l'air d'y avoir de l'ambiance sur le plateau, ouais. Exactement. Dommage que tu sois pas avec nous, n'hésite pas à venir la prochaine fois. Première question. Ça serait avec plaisir, malheureusement j'étais à Paris mais j'ai dû faire l'aller-retour donc je suis rentré chez moi ce soir. Il n'y a aucun souci tant que tu es avec nous. Première question pour toi, on va rentrer les pieds dans le plat. Est-ce qu'au final l'UEFA, avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, elle essaie pas un peu de nous refourguer une Super League cachée? De toute façon, l'accusation vis-à-vis de l'UEFA et de la Champions League d'être une ligue fermée, c'est une accusation qu'on voit fleurir depuis très longtemps, quasiment chaque saison, notamment parce que les derniers tours de la Champions League, ça fait 10, 15 ou 20 ans qu'ils sont trustés par systématiquement les mêmes clubs, à part quelques surprises de temps en temps qui peuvent évidemment survenir, mais on a toujours eu cette critique-là. Donc c'est pas une critique qui est nouvelle, c'est une critique qui est ancienne. Et c'est une critique qui peut s'entendre. Je crois qu'il y a un des internautes qui disait qu'il y avait trop de gros matchs trop tôt. C'est peut-être ça qui aujourd'hui fait s'apparenter cette formule à cette Super League. Il ne faut pas oublier dans quel contexte ce nouveau format il est lancé. Il est lancé au moment où il y a des grosses tensions et des grosses négociations entre différentes parties prenantes et où justement l'ICA avec les grands clubs de l'époque, la Juve, le Real, le Barça, etc., font pression pour lancer leur Super League. Et en fait, la Super League, dont le projet a été avorté, qui a été lancé en avril 2021, elle a été décidée la veille du vote concernant la mise en place de ce nouveau format. Donc c'est effectivement une forme de réaction, mais c'est une forme de consensus qui avait été trouvé par l'UEFA et les parties prenantes pour satisfaire les intérêts de tout le monde, notamment de ces grands clubs. Est-ce qu'on n'a pas lancé peut-être cette nouvelle version un peu trop rapidement? Je sais pas, mais moi je trouve ça un peu dur aussi de dire que c'est vraiment un nouveau format de la Super League, parce que c'est quand même une façon pour l'UEFA de maintenir une ouverture à des clubs plus petits. Enfin, je pense que Bratislava, il serait pas là avec le format de la Super League. Ce serait plus compliqué pour eux d'y accéder. Là, il y a quand même 4 clubs de plus que sur la précédente version. Alors après, ça a des avantages et des inconvénients, hein, mais on peut toujours se qualifier quand on est un plus petit club par le biais du championnat. On a quand même Brest qui fait des merveilles cette saison, et c'est aussi grâce à cette formule-là. Donc, effectivement, je vois les critiques sur l'aspect Super League, mais je pense que c'est en fait, comme on le disait plutôt, à partir des 8e, des quarts. Mais au niveau de la phase de poule actuelle, je trouve que c'est plutôt une ouverture, moi. Ouais. Ouais, grave. Franchement, regarde à quel moment tu vois une équipe comme Monaco ou comme Brest, où tu vois des clubs français au top. En fait, je trouve qu'on... Mais ça a vraiment de l'intérêt pour toi, tu penses? Quand tu vois par exemple, à l'instant T de me dire que Brest est au top de l'Europe, ouais, ça me fait kiffer. Mais quand tu vois en vrai de vrai dans un stade éclaté et qui reçoit Real, etc. Est-ce que pour vous, ça a plus d'intérêt d'avoir un Brest en tête de ce classement que deuxième ou premier de sa poule? Moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Tu vois, à l'époque où le Paris Saint-Germain tapait le FC Barcelone ou Manchester en phase de poule, on disait, alors t'avais ceux qui tombaient dans le piège et qui disaient le Paris Saint-Germain a envoyé un message à l'Europe, et t'avais ceux qui connaissaient le sport et qui disaient bon, c'est qu'un match de poule, on sait que ces équipes elles sont à leur maximum, on va dire au mois de février, au mois de mars par rapport à leur préparation physique. Et moi, si tu veux, alors ça me régale de voir le LOSC battre le Real Madrid, l'Atlético Madrid, mais je suis pas fou non plus. Je sais que le LOSC n'évolue pas dans cette même sphère-là, et je trouve qu'il y a de plus en plus de matchs, pas forcément des matchs avec beaucoup d'intérêt, parce que les matchs qui captent notre intérêt dans l'élite du football européen aujourd'hui, qu'est la Ligue des Champions, c'est les 8e, quarts, demi et finale. Il y a de plus en plus de matchs, beaucoup plus de matchs qui ont moins d'intérêt, comme sur les sélections internationales. Et moi, en fait, même la question que j'ai envie de poser à notre invité, est-ce que l'audience suit? Parce que on n'a pas le temps de regarder du foot toute la semaine.
Rappelle-toi la première journée de la Ligue des Champions, mardi, mercredi, jeudi, il y avait des matchs. Vendredi, ta Ligue 1 repartait. Samedi, dimanche, si tu veux regarder une affiche de première ligue qui a lieu le lundi, tu fais le tour du chrono. Enfin, je veux dire, ta femme, elle divorce. Si t'aimes le foot, si t'aimes le sport, t'es foutu, quoi. Moi, je veux le laisser répondre sur la partie économique, mais t'es en train de me survendre des phases de poule dans lesquelles on savait déjà qui sortait, qui allait faire 0. Enfin, vraiment, une partie que personne n'était intéressé par ça. Et t'avais le même cheminement qu'il y a dans les sports américains. Une saison régulière, entre guillemets, que personne calcule, et on est là juste dans les derniers rendez-vous, parce que finalement, c'est là où on retrouve les vraies équipes. Donc j'ai quand même laissé la parole à l'invité. Vas-y Christophe. Non, mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, je trouve que le procès, il y a des matchs qui sont pas intéressants, il n'est pas vraiment pertinent. Au contraire, aujourd'hui, il y a quasiment que des matchs avec de l'intérêt. Et le principe même de cette formule, c'est de tuer les matchs sans intérêt. Ce qui était le cas des phases de groupe avec 4 équipes où il y avait souvent 1 voire 2 matchs qui n'avaient aucun intérêt parce qu'on connaissait les 2 qualifiés. Éventuellement, on connaissait pas l'ordre entre le premier et le deuxième. Là aujourd'hui, moi aussi, je me régale de voir Brest en haut du classement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le PSG est 19e de la Ligue. On a des grands clubs qui sont pas forcément sûrs d'être qualifiés directement pour les 8e de finale, qui vont devoir peut-être passer par un système de barrage, et ces clubs-là qui se préparaient pour être prêts en février-mars quand les matchs couperaient tomber, ils vont devoir être prêts beaucoup plus tôt. Ils vont devoir être prêts pour s'assurer une place directement qualificative pour les 8e, ou ils vont devoir être prêts pour assurer leur qualification par le biais des barrages. Donc moi je trouve qu'il y a au contraire plus de matchs avec de l'intérêt, beaucoup moins de matchs avec peu d'intérêt. On verra quand on arrivera vers la fin du système et des phases de poule. Il y a quand même, je trouve, beaucoup d'intérêt. Sur les audiences, là, de toute façon, en fait, on a un sujet qui est un sujet qui dépasse celui de l'UEFA et de cette formule de la Ligue des Champions, qui est un sujet de saturation. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, tous les événements, ou quasiment tous les événements, cherchent à avoir plus de dates, plus de matchs. Donc il y a plus de matchs de Champions League, il y a plus de matchs de certaines compétitions domestiques. Il y a le championnat du monde des clubs qui arrive normalement au mois de juin, la Coupe du monde et l'Euro qui ont augmenté leurs équipes qui participent. Donc effectivement, il y a de plus en plus de matchs. Donc on est un peu comme les consommateurs de séries qui font du binge et qui s'assomment en regardant tous les épisodes dans une soirée. On peut avoir du foot dans tous les championnats, partout, tout le temps, tous les jours. La question, c'est de savoir quels matchs font véritablement de l'audience. Il y a des audiences nationales qui sont plutôt bonnes sur les premières journées de cette Champions League, et il ne faut pas se leurrer, on va avoir de très très belles audiences au fur et à mesure qu'on va avancer dans la compétition. Quand on va arriver vers la fin de la phase de poule de ce championnat, on aura des audiences importantes pour voir si le grand club qui est un peu en danger, il va réussir à se qualifier pour le barrage. Et puis quand on va arriver en 8e, quart, demi et finale, il y aura d'excellentes audiences, parce que ce produit de Champions League, c'est un produit qui est extrêmement qualitatif, c'est le top du top. Et quand vous discutez avec des footballeurs ou avec des entraîneurs, leur rêve ultime, c'est de disputer cette Champions League et évidemment de la gagner. Ah mais justement, quand tout le monde y participe, excuse-moi, je suis désolé les murs, mais quand tout le monde y participe, il n'y a plus de phénomène de rareté. Moi, j'ai grandi dans une génération où il n'y avait que le champion qui était qualifié en Ligue des Champions. Ensuite, on a rajouté le deuxième. Ensuite, on a rajouté un barragiste. Dans certains pays, ils sont 4. Moi, en fait, j'entends, et vous avez le droit d'être hypé par cette formule, je tiens à le préciser quand même, c'est pas une dictature. Mais vous avez le droit d'être hypé par ça, mais j'ai l'impression que quand je vous entends parler tous, défenseurs de cette nouvelle formule, vous avez l'air de me dire ouais mais ça dope l'intérêt, quelque part ça a été fait pour nous spectateurs. L'intérêt premier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est doper les revenus des clubs, plus 20% de recettes quand même sur chaque prime à chaque passage de tour, doper les droits télé aussi également, bref, doper les revenus on va dire pour tout l'écosystème du football. Mais moi en tant que passionné de football, j'ai l'impression d'être lésé parce que oui, sur le papier il y a beaucoup plus d'affiches entre certains clubs qui ne se croisaient jamais par exemple en match de poule, mais in fine, je trouve qu'encore une fois, le manque de rareté fait que, comme tu le disais, il y a cette impression un petit peu de forêt noire, tu sais, ce gâteau au chocolat où quand t'en manges trop, t'es un petit peu écœuré. Et en même temps, j'ai l'impression, nous, justement, qu'on est un petit peu en tant que passionnés de foot. Enfin, moi, j'arrive pas à lire le calendrier. Mais c'est puisque ça, chacun en fait, arrive à couper avec tout le monde. T'es un passionné de foot, t'es pas un consommateur lambda en vrai par rapport à toutes ces personnes-là. Je pense que ce modèle-là, il est justement destiné à amener des gens qui ne sont pas des passionnés de foot, qui ne se doutent pas que derrière les clubs vont aller se faire plus de matchs, plus de diffusion, plus d'oseille forcément, vont peut-être plus se renforcer, même plus creuser l'écart avec les petits clubs. Moi, je pense qui par exemple passe mon temps sur les sports américains. Là, quand tu me dis Brest-Monaco, ils sont au sommet avec Aston Villa, City, le PSG, ils sont 19e, mais t'as gagné un attrait. Je vais dire, attends, mais j'ai regardé les matchs. T'es dans le divertissement, là, t'es dans le côté. L'UEFA a dû presque trancher. Lui, il en sait trop. Non, mais l'UEFA a dû presque trancher entre l'aspect divertissement et l'aspect niveau footballistique. Clairement, niveau footballistique, c'est moins bon.
Le contenu des matchs est moins bon. Parce que déjà, tu as rajouté 4 clubs sur cette formule-là. On passe de 32 à 36 clubs sur cette formule-là. Tu fais rentrer des clubs qui n'ont pas cette expérience européenne et dont le jeu n'est pas aussi léché que quand tu regardes un Barça, à Bayern. Je trouve que ça nivelle plutôt par le bas le niveau global de foot. Par contre, tu gagnes en spectacle. Oui, voilà. Parce que tu as toujours des affiches différentes, que ça fait vraiment triper de voir que Brest va jouer le Real Madrid, ça joue au Roudourou, c'est un truc un peu improbable. Donc ça, d'accord. Mais en termes footballistiques, je trouve que c'est moins bon. Ça réagit. C'est aussi une façon... C'est aussi une façon de laisser le rêve ouvert. Non, mais c'est aussi une façon de laisser le rêve ouvert. On a commencé cette discussion en parlant de c'est une Super League, c'est une ligue fermée. Si on garde que les champions nationaux qui participent à la Ligue des Champions, on va avoir systématiquement les mêmes clubs. Parce que la réalité des choses, c'est que le PSG gagne toujours en France. Globalement, Manchester City va gagner 3 fois sur 4 en Angleterre, des fois avec Liverpool. On aurait toujours les mêmes clubs, le Real ou le Barça. Et donc, en fait, on aurait une ligue qui serait encore plus fermée si on n'avait que les grands clubs. Donc, en fait, ce nouveau format, moi, honnêtement, je suis ni partisan ni opposant. Mais en tout cas, ce nouveau format, il me semble qu'il favorise l'équilibre entre avoir des grands clubs qui ont des matchs, beaucoup de matchs et donc plus de revenus, et qui seront présents, globalement, à part accident, mais qui seront présents dans les phases terminales et dans les plus hauts niveaux, et laisser le rêve ouvert aussi pour des plus petits clubs qui peuvent se dire que une année où ça rigole un peu en championnat, comme pour Brest l'année dernière, on se qualifie en Champions League, et en plus ils font un super parcours jusqu'ici. Donc moi je trouve que ce format-là, je le condamnerai pas tout de suite. Par contre, ce qui est certain, c'est que comme pour toutes les réformes, ce qui serait très important, c'est de faire une évaluation de ce format-là à l'issue de la première année, peut-être dans la deuxième, et de voir si on doit y apporter des ajustements, retourner au format précédent, ou en changer encore une fois. Le format de la Champions League, il a évolué depuis 1992 à de très nombreuses reprises. Rapidement dans le chat, ça nous dit, moi c'est exactement ça, il y a trop d'équipes qualifiées. Grand Dragon qui dit ce que j'aime dans la nouvelle formule, c'est de voir les quelques gros ne pas se qualifier. Et j'ai pas de Luc aussi, très bonne remarque. Excellent. Moi la formule me dérange parce qu'on se croirait dans un championnat la semaine et dans un championnat le week-end, on s'y perd totalement. Dernière question pour toi Christophe, parce que je sais que tu dois y aller. Est-ce qu'au final, il n'y a pas un désintérêt en ce moment pour le foot? Est-ce que cette nouvelle formule, elle participe pas au désintérêt qu'il y a pour le foot? Et dernière question, et après je vous laisserai réagir sur ça. Est-ce que ça, c'est pas pénalisant pour la Ligue 1, par exemple, pour notre championnat respectif? Ouais, alors sur les deux éléments de ta question, est-ce que y a un désintérêt? C'est sûr que on a un paysage qui est saturé de sport en général, de football en particulier, et donc les audiences, elles se diluent. Elle se dilue entre les différentes compétitions, entre les compétitions domestiques, les compétitions européennes. Et donc c'est vrai qu'il y a potentiellement ce phénomène de dilution qui fait que vous allez avoir peut-être des audiences qui se tassent sur les phases de groupe, sur la phase de championnat, mais qui reviendront et qui remonteront en flèche, ça c'est certain, sur les phases à élimination. Quand on aura les gros matchs, phase aller-retour, on va retrouver un format assez classique. Les fans vont vite, en fait, à partir du moment où on va rentrer dans la phase éliminatoire, les fans vont vite retrouver le système Champions League. Et je pense que là, l'intérêt et les audiences seront au rendez-vous. Donc, ça, en termes de potentiellement, effectivement, ce sujet... Ça, en termes de consommation, pour toi, les gens regardaient plus les phases de poule ou ce mini-championnat maintenant? Non, mais je pense que les gens ne regardaient pas plus les phases de poule. Okay. En fait... il y a toujours une crainte du changement, mais faut quand même se rappeler qu'on se tapait de temps en temps un Barça Celtic Glasgow qui finissait par 6-0 à la 5e journée de Champions League. Alors à part si on est fan du Barça, ultra fan du Barça ou ultra fan du Celtic Glasgow, je suis pas sûr que ce match fasse des audiences déillantes. De toute façon, les audiences, elles sont fragmentées. Aujourd'hui, on peut consommer énormément de choses, du sport, du loisir, de l'entertainment, des séries, peu importe. Et donc les audiences, elles se diluent. Ça, c'est la réalité des choses. Et ce qui fait vraiment des énormes audiences, c'est les top produits, c'est les produits ultra premium. Et les produits ultra premium, c'est pas ni les phases de groupe de l'ancienne Champions League, ni ce championnat-là, même si on va avoir des bonnes audiences sur certains matchs. C'est quand on va arriver dans les derniers tours. C'est là qu'on va retrouver les très fortes audiences. Donc, moi, je pense qu'il faut attendre de voir, il faut laisser sa chance aux produits. Et je pense que des audiences, on en retrouvera de très très belles quand on va approcher de la fin. Sur la deuxième partie, sur l'impact pour les ligues domestiques, oui, alors ça, c'est évident qu'il y a un impact, mais c'est aussi pas un sujet nouveau. Nous, on avait travaillé alors c'est le CDES, c'était pas moi, j'étais un peu jeune à l'époque, mais en 99, sur justement une réforme précédente, sur l'impact de cette réforme sur les compétitions domestiques. Et c'est vrai qu'il peut y avoir ici un vrai phénomène, parce que vous pouvez avoir des clubs qui vont surtout jouer cette Champions League qui est très rémunératrice,
et qui vont peut-être délaisser leur compétition domestique. Vous avez des dates qui sont prises de façon de plus en plus importante par la Champions League versus les ligues domestiques. Et donc, vous pouvez avoir un phénomène de confrontation qui peut amener certains clubs, pas tous, à privilégier la Champions League au détriment du championnat. Il ne faut quand même pas oublier, je crois que c'est Samantha qui le rappelait, une chose très importante, c'est qu'on n'est pas dans un système Super League. Si vous jouez tout pour la Champions League et rien pour le championnat, vous avez le risque de ne pas vous requalifier l'année prochaine. Alors quand vous avez 4 ou 5 clubs qualifiés, c'est possible. Quand vous n'en avez que 2, c'est plus difficile. Et donc il faut quand même garder l'équilibre en se disant que la voie d'accès numéro 1 pour revenir l'année prochaine en Champions League, ça reste le championnat. Et donc il faut quand même être compétitif dans son championnat domestique. Christophe, merci d'avoir été avec nous. Je sais qu'on est un peu en retard, on devait te lâcher un peu avant. Merci en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour être avec nous et quand tu veux pour revenir. Bonne fin de soirée Christophe. Avec plaisir. Merci Christophe. Merci. Alors j'ai commencé par ça. Est-ce qu'au final c'est pas une Super League cachée? Alors vous allez me dire oui mais la Super League c'était un projet de ligue fermée etc. Mais au final si cette nouvelle version de la Ligue des Champions elle vient pénaliser les championnats, on y est non? Oui mais en fait c'est le problème de la Ligue des Champions, c'est le problème des championnats. Parce que là, je vois dans le chat, par exemple, on nous dit, moi je m'en fous, je regarde plus du tout le foot. J'ai pas le sentiment que ce soit à cause de la Ligue des Champions. Okay. J'ai le sentiment que c'est plutôt à cause du championnat, de la visibilité du championnat. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois de la visibilité de la Ligue 1. C'est absolument illisible aujourd'hui de savoir tu dois t'abonner à quoi, combien tu vas payer. Ça coûte extrêmement cher. C'est de moins en moins vu finalement la Ligue 1. C'est un petit peu moins le cas dans les On est sûr de ça ou pas? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens le disent, mais on a beaucoup parlé du fait que 400 000 abonnés de la zone. Oui, mais t'as pas les statistiques. Exactement. Non, mais tu rigoles. C'est vrai. Tu rigoles, mais ça se trouve, la Ligue 1 n'a jamais été aussi vue c'est possible. que depuis que le nouveau diffuseur est arrivé. Et ça, on n'a aucune stat. On ne le sait pas pour le moment. On te dit de plus en plus, moi, je regarde plus foot, ça m'intéresse plus, je suis pas le championnat. Regarde dans le chat, on nous le dit, par exemple. Après, il faut voir le championnat qu'on a. Notre championnat, il a pris un coup dans l'aile énorme avec toutes les stars qui sont parties du PSG. Alors, je suis pas là en train de dire que c'est le PSG qui fait la Ligue 1, mais je trouve que ça a un impact de fou. Les changements de diffuseurs qui sont très propres à la France, que ce soit pour la Ligue des Champions et la Ligue 1 qui arrive tous les 2 ans, je pense que c'est horrible pour les gens qui juste essayent de suivre. Et en fait, on revient à ce qu'on était. La Ligue 1, c'est un championnat de supporters. Il est regardé par des supporters parce que ton Brest contre je ne sais qui, ça n'intéresse que les supporters, tu vois. Et c'est pas forcément l'affiche sexy qui te fait dire à telle époque, moi j'ai regardé la première ligue parce qu'il y a toujours un bête de match. T'as pas du tout cet effet-là avec la Ligue 1. Non. Regarde, c'est un peu dur pour Saint-Etienne-Strasbourg, mais bon. Désolé pour eux. Non, mais d'accord. Pourquoi ils sont plus intéressés par le foot? En fait, c'est là aussi où je pense qu'il faut savoir décorréler chacun des sujets. Là, on parle de la formule Ligue des Champions qui, moi, s'imbrique justement dans le thème que je défendais tout à l'heure, c'est-à-dire trop de foot. Avec la forêt noire, ça m'a marqué. L'effet forêt noire, tu vois. Il y a différents degrés, je pense, de contexte. Il y a un contexte français, tu l'as très bien dit, à Pau, c'est le problème, entre guillemets, du diffuseur. Moi, je te rejoins pas tout à fait, mais c'est mon avis d'expert. Je trouve que la Ligue 1, en effet, elle a perdu une big star, mais il y en a des nouvelles qui sont en train de se créer, qui sont en train d'émerger, et ça laisse de la place à d'autres, et on voit des systèmes. En fait, la Ligue 1 existait avant Mbappé, tu vois. Non, mais bien évidemment, et je vais même te dire qu'il y a moins de stars, mais il y a des nouvelles stars qui émergent, des nouveaux entraîneurs. Tu prends Strasbourg aujourd'hui, les fans de foot savent qu'à Strasbourg, tu regardes un match de Strasbourg, tu vas te régaler. L'année dernière, c'était Patrick Vieira, c'était abominable. Voilà. Mais les fans de foot, tu vois pas forcément le grand public, tu vas pas toucher. Bien sûr, mais le grand public, si, enfin, à un moment donné, après, ça sera un autre aspect, mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je pense qu'il y a un cœur de niche, ce qu'on appelle un cœur de niche, c'est-à-dire les fidèles qui sont là, qui ont l'esprit, qui ont l'ADN, et on en parlera sans doute tout à l'heure sur le tennis de table. Et tu as le nouveau public. Et à un moment donné, quand je dis footix, non, c'est ça. Et tu as le nouveau public. Et à un moment donné, tu peux pas te travestir non plus. Tu prendras un risque en tant que discipline à te travestir pour plaire au nouveau public parce qu'il est un petit peu plus volatile. Moi, je le connais très bien, par exemple, en Formule 1, où parfois on a fait fi de l'esprit pour justement aller chercher ce nouveau public et on a perdu entre guillemets un petit peu la base. Donc, juste pour venir sur ces histoires de contexte, et promis, j'arrête avec que l'on mette Mbappé au ping, ça m'a fait ça pourrait être bien. Ça serait top pour RMC en plus. Un peu moins besoin de courir, donc en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents contextes et niveaux de contexte. La France, avec le désamour de l'équipe de France, ça rentre en ligne de compte quand même. Les problèmes de la Ligue, les différentes affaires qui ont un petit peu dégoûté le public. T'as aussi un contexte mondial où trop de foot tue le foot, où l'approche du foot est différente, beaucoup plus pragmatique. Vous avez tous vu le film Le Stratège avec Brad Pitt. Aujourd'hui, c'est comme ça que travaille un club de foot, avec de la data, avec beaucoup plus de pragmatisme par rapport au romantisme qui nous a amené justement vers cette discipline. Marcelo Bielsa en parle parfaitement, il dit que le football justement est en déclin, et par-dessus, tu rajoutes justement ces nouvelles formules. Pourquoi changer en fait une formule qui marchait bien? Les gens qui adorent la Ligue des Champions, et les audiences chez le diffuseur l'ont montré, ça l'a montré aussi également à l'époque où RMC l'avait,
ça marchait. En fait, j'ai l'impression que des fois, on veut, si tu veux, pour une notion de progrès, on veut faire quelque chose de nouveau. Mais parfois, en faisant quelque chose de nouveau, on recule aussi. Et non, mais après, le foot, c'est quand même l'élite de l'élite. C'est un des sports qui a peut-être le moins changé sur les 20-30 dernières années. Il y a eu la VAR qui a été. Mais la VAR, ça arrive en retard par rapport à tous les autres sports. Il n'y a même plus de matchs amicaux. Regarde tous les sports américains, ils ont la VAR depuis des années. Ils ont un système de possession qui empêche le jeu statique où tout est timé. C'est-à-dire que tous ces trucs-là, tu les retrouves pas dans le foot. Moi, c'est ce que je reproche à ça. Ultra ennuyeux. C'est ce que je reproche au foot aujourd'hui. On parle d'Atlético tout à l'heure, on parle de matchs fermés. Ça n'existe pas dans les autres sports. C'est ce que je te dis. Moi, ce que je reproche au football, c'est de s'américaniser. Moi, je suis européen. Ma culture est européenne. Je subis. Et toi, je sais que t'es américain au fond de toi. T'as pas besoin de beaucoup gratter pour voir que t'es américain. Et tant mieux, t'as raison. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le foot est un sport européen qui s'américanise. Ça a commencé avec Thierry Henry et le tout statistique, puisque c'est lui qui a apporté cette vision-là en Europe. Et aujourd'hui, moi, perso, je me reconnais plus trop. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du film Le Stratège, parce que c'est exactement ça. Quand tu parles, j'étais hier à Toulouse pour commenter un match à Toulouse, j'ai parlé avec le président, j'avais l'impression que je parlais avec Brad Pitt. C'est-à-dire, si je prends ce mec-là, que je le mets à tel endroit, il y a 30% de chances qu'il fasse 18 passes pied gauche. Par la performance maintenant, c'est que ça. Vrai, et on va faire le lien, parce qu'on voulait aussi parler du Ballon d'Or. Ce qui est un peu l'année du Ballon d'Or normal, j'ai envie de dire. Je vois pas mal de messages là dans le chat. Là aussi, l'ambiance dans les stades, le comportement des stars, la violence tout court. Et même dans la pratique du foot. C'est ça. Même dans la pratique du foot. T'as l'impression que tout va dans le même sens, qui est plutôt un déclin de l'amour du football. Et même dans la société. Attention, on va pas partir en débat de société, etc. Mais est-ce qu'au final, les gens, que ça soit dans le sport et dans les personnages et les stars qu'ils ont envie de suivre, ils ont pas envie de se retourner vers un truc un peu plus humain, ouais, qui leur ressemble. Les stars aujourd'hui, elles sont inatteignables dans le foot. Je peux dire, avant, on parlait du PSG tout à l'heure. Avant, tu passais à côté du Parc des Princes, tu pouvais croiser Giuli ou quoi. Aujourd'hui, tu vas jamais croiser un joueur du PSG si c'est pas chez Louis Vuitton. Hein. Clairement, on va pas se mentir, ils sont inaccessibles. J'ai croisé Jalé au Hideout, frérot, une fois. Je te jure, tu m'as pas au PSG. La façon dont ils s'expriment, elle est très robotique aussi. C'est des gens qui ne transpirent pas d'émotion, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amusement, qui jouent jamais à la play. Ils ont l'impression que tout est sérieux et que tout est encore dans ce but de performance. En fait, t'as un foot qui est industriel. Concrètement, il doit produire des statistiques, des buts, des trucs comme ça, etc. Effectivement, on se détache des stars parce qu'elles sont déconnectées de nous, elles sont dans des stratosphères qu'on ne touche plus, des politiques, des trucs comme ça. On n'est plus dans le même monde et on a envie de se rapprocher de gens qui nous ressemblent, qui nous ont rappelé, voilà, on a pratiqué, on était sur des terrains ensemble, etc., etc. On l'a perdu et c'est ce qui donnait aussi le charme du football à l'ancienne. Ça gagnait pas, mais tu avais des équipes qui étaient mémorables parce qu'elles avaient ce style, ce joueur. Il y avait bien plus de joueurs mémorables parce qu'ils tentaient des trucs qui servaient peut-être à rien, mais qui étaient jolis et on n'avait pas ce but de performance à tout prix. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est au-delà du foot là. On est vraiment sur le culte de la performance à tout va. Et donc, évidemment, tu rajoutes des matchs, il faut toujours performer, il faut toujours gagner, etc. Tu déshumanises aussi les joueurs. C'est-à-dire, tu leur demandes d'être performants. Tu le disais, potentiellement, aujourd'hui, on peut regarder du foot 7 jours sur 7. Ah, clairement. Les joueurs, ils enchaînent les matchs tous les 3 jours, pratiquement tout le temps. Quand tu vois les joueurs de City, les joueurs du Real, du Barça, c'est un truc de dingue. Donc évidemment qu'ils vont pas prendre le temps d'être proches des supporters, évidemment qu'ils vont s'éloigner et qu'ils vont partir chez eux en récup, ils vont pas jouer de jeu en zone mixte. Évidemment que ça va être comme ça. Donc ça, c'est le culte de la performance, mais c'est dans quasiment tous les sports. Et même, tu t'identifies à une équipe. Tu vois, je prenais le cas de Strasbourg tout à l'heure. Strasbourg je fais très très vite, je suis toujours ému. Mais tu vois, genre, Strasbourg est descendu au niveau amateur parce qu'il y avait eu justement des problèmes de gestion au niveau de l'oseille, etc. Ils sont revenus au niveau professionnel avec des mecs du cru. Et tu vois, les gens, il y avait plus de monde, par exemple, en 3e ou 4e division qui venaient voir Strasbourg à domicile parce que les gens se reconnaissaient plus dans les mecs qui étaient sur le terrain. Le PSG, Strasbourg est remonté. Et le Red Star. Exactement, voilà, exactement. Strasbourg est remonté en Ligue 1. Aujourd'hui, ils ont propriété d'un groupe américain qui fait de la multipropriété, c'est-à-dire qui a une constellation, on va dire, de clubs. Et aujourd'hui, Strasbourg, tu as entre guillemets plus un Alsacien dans l'effectif. Et c'est des Anglais parce que c'est Bluco, c'est Chelsea, etc. qui viennent, etc. Et ça n'a plus aucun sens. Les gens ne se reconnaissent plus. Et il y a beaucoup de supporters du PSG qui le disent. Ils disent, mais moi, en fait, je préfère avant les Qataris. Avant les Qataris, oui, mais moi aussi. Tu vois, parce que je m'identifie beaucoup plus aux mecs. Ils ont la mémoire courte. Après, t'as raison. Ça, c'est vrai. C'est de la mauvaise foi. Ça, c'est vraiment, c'est l'argument, je peux pas l'entendre parce que c'était. Il y avait un amour un peu, parfois aussi de la galère. Passionnel, quoi. C'était un amour passionnel. Tout à l'heure, je précise, je rigolais pas sur ce que tu disais, c'est juste quelqu'un pour répondre à ce que tu disais. À 10 perso, j'ai vu l'avait dit au bar. C'est pour ça que je rigolais. C'est pas beau. On sait pas trop comment il va. Très pertinent ce que tu disais. Je rappelle, on est dans le RMC Sport Club, ta nouvelle émission où toutes les semaines on prend 2-3 thèmes liés à l'actu et on débat comme on vient de le faire. Chacun dit ce qu'il pense et je trouve que je vois dans le chat, en tout cas, ça vous passionne. À la fin de chaque débat, on va accueillir Sou. Sou, viens voir. Viens à côté de moi, Sou.
Bonsoir tout le monde. Sou, ça va Sou? Ça va? Ouais, tranquille. ça va pépère. Sou qui à la fin de chaque débat va venir et va vous donner un peu les meilleures cotes Winamax liées au débat. Là je pense qu'on vient de terminer sur le PSG. Je crois que tu as une petite cote sur le PSG. Attends, le mec qui parle de cotes s'appelle Sou dans cette émission. C'est une IA mec. On l'a jamais vu en dehors de l'émission. Il est né pour ça. Et tu sais le mec il tue la vanne pour gagner plein de thunes. Il a loupé la vanne, il est passé à côté tu vois. Bon en tout cas j'espère que moi je vais pouvoir vous faire gagner de l'argent. Ouais. Alors moi j'ai choisi le match du PSG. Donc c'est un match qui va se dérouler donc mercredi au Parc des Princes à 21h. Contre l'Atlético c'est ça? C'est ça. Donc c'est un match qui risque d'être très fermé. Dans l'histoire je crois que c'est la première fois que les deux clubs s'affrontent. Je suis quasi sûr. Ouais. T'as raison ça. Donc t'es bien content de les éviter avant. Il peut pas se baser sur ses anciens pronos et tout. C'est un vrai exercice pour lui. Donc pour moi je vois un match ultra fermé. Ok. Donc franchement on va pas prendre trop de risques à mettre à moins de 3,5. Hop. Ouais. Ça, tout le monde est d'accord avec moi? Moi, je te suis Sou. Ouais. Ok, parfait. Donc, si je vois pas beaucoup de buts, forcément, à la mi-temps, ça risque d'être très fermé. Je vois un 0-0 ou un 1-0, mais pas plus. Franchement, c'est un match de la peur. Tout le monde va jouer avec... le frein à main. C'est ça. C'est ça. Hop. Moins de 1,5 à la mi-temps. Et voilà. Par contre, là, je vais jouer un peu avec le cœur. C'est pour faire gonfler la cote. Je vois quand même la victoire du PSG. Ouh, toi, t'as un garçon qui a perdu beaucoup de sous dans ta vie. Non, franchement, c'est vraiment pour gonfler la cote. C'est juste pour la vanne que t'as sorti. C'est vrai, non, mais je suis concerné par j'ai le même problème que toi. Mais Ben, il dit je suis Sou aussi. Alors, je vais tenter Bradley Barcola, le joueur en forme du moment. Ouais. Hop. Je vais tenter Ousmane s'il arrive à cadrer un jour. Tu peux pas parier Ousmane Poto? Ah non, ça pas encore. Il n'y a pas de code négatif. Généreux sur le poteau. On peut vraiment parier sur le fait qu'il marque de la tête, le pénalty ou le coup franc. Okay. Et pour moi, si vraiment c'est un match vraiment fermé, en fait, l'arbitre du match, c'est M. Marcignac. Et donc j'ai bien travaillé. Il a arbitré 12 matchs cumulés pour le PSG et l'Atlético. Il a sifflé 8 pénaltys. Oh, t'es chaud. Donc, pour moi, Vitinha... J'espère que demain, tu auras la chance de la mettre au fond. Voilà. Ne sous-estimez jamais cette Oh là là. Ça me fait une petite cote de 3,15. On est qu'au début. Hein. Je pense que ça peut passer fortement. Magnifique. Voilà. Qui prend dans le on met combien là-dessus là sur cette cote à 3,05. On a quand même un jamais de la vie, le PSG nous gagnera. Bon, voilà. T'as mis quand même beaucoup là. T'as piqué sur 2000 là? Non, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme, je sais pas. Il te connaît, je crois. Il te connaît Je suis cramé. Merci Sou qu'on retrouvera à la fin de chaque thème. On parlait. Merci Sou à tout à l'heure. Ah ouais, merci Sou. Lui, il est parti comme ça. Ouais, je te jure. Je me suis fier de toi après ça, normalement. Pars comme un prince. T'es ouf. En moonwalk. Ouais, grave. On parlait du foot, un peu aussi. On va pouvoir. Moi, je trouve que aussi il y a des sports. On va parler du tennis, mais je trouve qu'il y a des sports en termes de rythme, etc., qui je trouve ne fit plus avec aussi ce que la nouvelle génération attend. Je vous ai dit, on va parler de ping forcément. Grosse hype depuis les jeux et même avant, je trouve, sur le ping. Est-ce que pour vous, c'est qu'une hype? Est-ce que, question, première question, Manu, je commence avec toi. Oui ou non? Tu mates le ping ou pas? Je vais pas te mentir, non. Ouais, en hors JO, je le fais pas. Mais par contre, tu vois, je te dis ça, l'événement à Montpellier, j'ai quand même jeté un œil, tu vois. Ok. Par curiosité. Parce que je voulais voir comment le truc était habillé, je voulais voir s'il y avait du monde, je voulais voir les frères Lebrun, etc. Mais voilà. Apo, tu regardes ou pas? Uniquement certains matchs. Et je pense que c'est le problème du tennis de table. Ok, on va. J'ai bien teasé. Hein. Tu regardes trop Brest en Ligue des Champions, donc t'as pas le temps après derrière pour le tennis. Exactement, 7 jours sur 7 le foot. Donc, Sacha, tu mates ou pas? Tu stream ou pas? Bah, elle est tricky la question, j'en ai commenté. Non, je l'ai commenté sans regarder. Non, mais tu peux commenter et pas forcément avoir envie de regarder une session. Non, en vrai, je te mens pas. Même si j'ai pas d'accroche de prime abord avec ce sport, il y a des matchs où je vois la notice, je vois l'affiche ou quoi, je dis ouais, je vais regarder. Franchement, je vais regarder parce que je commence à comprendre l'écosystème et je connais un peu les grosses affiches aussi. Donc, tu as cet effet de ah ouais, celui-là, je veux pas le rater. Mais votre consommation, elle est allée vers le haut, j'imagine. Elle était à zéro. On est tous partis de zéro. Apo, j'ai envie que tu continues sur ce que tu disais tout à l'heure. Écoute, moi, le tennis de table, franchement, c'est pas le truc que je regardais. Et effectivement, je trouve qu'il y a une hype qui monte. J'ai juste un petit peu peur de la bulle. Ouais. Donc c'est pour ça que je mettais quelques réserves. Moi, je regarde le tennis de table
quand c'est les frères Lebrun. Voilà. Tu vois. Quand tu dis bulle, c'est les frères Lebrun. La bulle, c'est les frères Lebrun. C'est-à-dire que même d'autres joueurs ou joueuses françaises, je regarde beaucoup moins. Les frères Lebrun, je vais y aller. Parce qu'il y a une histoire, il y a des personnages, il y a un palmarès qui commence à se faire. Il y a un côté challenge aussi avec le reste du plateau. On parle beaucoup de l'omniprésence de la Chine en tennis de table, à juste titre évidemment, mais eux, ils en ont fait un sport d'État carrément. Là-bas, tu n'apprends pas le foot, tu apprends d'abord le tennis de table. Donc avoir des joueurs comme les frères Lebrun, donc, qui sont frères, qui sont en concurrence entre eux et qui battent des Chinois, ça oui, je vais y aller. Il y a un attrait là-dessus. Le reste, je vais être très honnête, j'y vais pas beaucoup. Peut-être que ça évoluera, mais j'y vais pas beaucoup. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, vraiment, les frangins. Oui, les frangins. Ok. Moi, j'avoue, je suis un peu à l'inverse de ça pour le coup. C'est-à-dire que. Il y a jamais les frères Lebrun. En fait, ça m'embête. Ça m'embête que ce sport soit uniquement reconnu pour les frères Lebrun. Ça m'embête de voir sur les streams que, à partir du moment où le match des frères Lebrun ou d'un des frères Lebrun se termine, tout le monde se barre alors que t'as de super talents à suivre. T'as encore des jeunes qui montent. En fait, j'aime pas que les Lebrun soient cette espèce de jouet de foire où ça y est, ils sont frères, ils ont des lunettes, ils payent pas forcément de mine de prime abord, ils rivalisent avec des Chinois et ouais, on va tous les soutenir, mais combien de temps? Parce que quand tu vois la réaction quand les mecs commencent à perdre, ça commence à dire ouais, ils sont surcotés, trucs, machin. C'est un peu dur. Je pense qu'il faudrait aimer le sport dans sa globalité, qui est quand même ultra spectaculaire, qui tire vers le haut en ce moment, a l'air de mettre un petit peu d'oseille pour que ce soit joli. Je pense que tu as trouvé ça joli, Manu. Moi, je trouve ça très joli, moi. Et je pense qu'il y a tout un mouvement à accompagner avec la Fédé, justement, avec le nombre de licenciés qui est en train d'exploser, les salles qui ne peuvent même plus les accueillir, pour que les frères Lebrun ne soient plus une anomalie, en fait, pour que ce soit un cas d'école sur lequel la France puisse travailler. À chaque thème, on essaie d'avoir un invité, quelqu'un spécialiste du milieu qui va venir aussi nous éclairer, peut-être apporter une contradiction à ce qu'on pense ou nous éclairer. Aujourd'hui, on a Christophe Legout. Mon Chris, comment ça va? Christophe qui compte avec nous souvent le ping. Ancienne... t'es toujours une légende, hein, j'allais dire ancienne légende, mais bon. Chris, t'es encore une légende, à mes yeux en tout cas. Multimédaillé mondial, t'as fait partie des mousquetaires, les fameux mousquetaires du ping. Comment ça va, Chris? Bah écoute, très bien. Je sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Ça coupe un peu. Je sais pas si t'es connecté sur le Wi-Fi ou sur ta 4G. Non, sur ma 5G, normalement, ça va. Ah ouais, donc 5G, on est au de 4G à moins, ça va forcer les boules. Est-ce que tu as du Edge chez toi? Chris, est-ce que déjà tu peux... quel est ton rôle aujourd'hui? Tu travailles à la Fédération française de tennis de table. C'est quoi ton rôle aujourd'hui pour bien qu'on comprenne ce que tu vas avancer? En fait, je suis directeur des compétitions. Donc, j'étais justement en charge du WTT de Montpellier dont vous avez parlé. Et puis, des différents championnats de France. Donc, les championnats de France seniors, les championnats de France jeunes, les championnats de France vétérans. Et puis aussi la réforme du championnat pro pour justement essayer de conserver la hype dans laquelle on est. Bien sûr. Ce pourquoi aussi on voulait t'avoir et ce pourquoi c'était pertinent pour nous, c'est que tu as connu en tant que joueur à une époque où il y a eu une autre hype du ping, c'était à l'époque de Jean-Philippe Gatien, vos médailles mondiales, la médaille de Jean-Philippe au JO, la première place mondiale, bon je vais pas tout faire non plus, et tu as connu aussi et tu es en train de connaître cette nouvelle hype du ping en tant que dirigeant, si je peux dire ça comme ça, et tu vas pouvoir un peu comparer, et moi je suis très curieux parce que je pense que partout ici, tous les quatre, on était un peu petits dans les années 90, on peut pas forcément faire le parallèle. Je suis pas en train de dire que t'es vieux, Chris. Hein. Mais comment tu le vis et tu vas sûrement avoir des chiffres, je pense, en tant d'employé de la Fédé. En termes de licence, est-ce qu'on est sur des chiffres exceptionnels en ce moment? Comment ça se passe? Ben ouais, on est depuis les JO à plus entre plus 20 et plus 25%, mais c'est à comparer au plus 10% après la médaille d'argent au JO de Barcelone de Jean-Philippe Gatien. Et du coup, c'est aussi à comparer. Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, c'est aussi à comparer par rapport aux chiffres actuels, c'est-à-dire que à l'époque, on était à 180 000 licenciés. L'objectif, c'était d'aller chercher les 200 000. Ouais. On a fini l'année dernière à 228 000 et là, on va se rapprocher, voire dépasser les 250. Okay. Donc, ça fait quand même un gros gap. Ok. Bon, je pensais aussi à prendre en compte la croissance de la population. Non, vous savez que j'ai regardé un peu le nombre de licenciés par fédération et là, on va se rapprocher presque des chiffres du rugby. Hein, donc, c'est quand même un truc assez marquant. Alors, le rugby, c'est très localisé, mais
Ça grimpe quand même pas mal. Hein. On est encore loin du tennis. Mais ça grimpe pas mal. Le tennis, on est à peu près à 1 million. 1 million, ouais. La particularité, c'est que la plupart des inscrits, ils font pas que de la compète, de ce que je comprends. Ils s'inscrivent, ils prennent des licences aussi parce que c'est un sport qui, je pense, a aussi ce côté accessible. Mais je parle sous le contrôle de Christophe. Christophe, t'es d'accord? Ouais, en fait, pour moi, la grosse différence par rapport aux autres sports qui ont été cités, que ce soit le rugby ou le tennis, c'est que je pense que le ping a une grosse réserve en fait de licenciés, puisqu'il y a plein de joueurs, il y a plein que ce soit des jeunes, des moins jeunes, qui jouent au ping pour s'amuser et qui pourraient devenir licenciés, ce qui n'est pas forcément le cas au rugby, par exemple. Et donc, à mon avis, c'est aussi sur cette réserve de licences potentielles qu'il faut aller chercher. On a les chiffres à l'écran avec le boom des licenciés. Le 32%, c'est le triathlon, incroyable. Et le ping fait partie. C'est le sport à la mode. Ouais, le ping fait clairement partie des 4 premiers, je crois. Ouais, c'est ça, c'est dans les 4 premiers, ouais. Par contre, alors arrête-moi si je me trompe, il me semble quand même qu'on a battu en France le nombre de licenciés avant les Jeux. Ouais, on a battu effectivement juste avant les Jeux et donc c'est toujours en train de monter parce qu'il y a forcément eu les Jeux. Alors ça a été vrai pour toutes les disciplines, encore un peu plus pour les disciplines où il y a eu des médaillés. Tu parlais du triathlon, voilà, c'est le cas. C'est le cas pour le ping, voilà, c'est le cas pour le bad aussi. Je pense bien aidé aussi par le bad handi parce qu'il y avait une super finale. Et puis je pense que ça continue avec le ping parce que il y a eu les titres de champion d'Europe d'Alexis en simple et de Félix et Alexis en double. Il y a eu le WTT de Montpellier. Et donc, pour l'instant, on continue à surfer sur cette vague de licences. Toi qui as connu, désolé, parce que je trouve ça hyper intéressant et j'ai pas mal de questions à Chris. Toi qui as connu la hype, et c'est pas péjoratif contre toi, la hype Jean-Philippe Gatien, mais qui a aussi connu la redescente. Comment est-ce que à l'époque, dans le monde du ping, on a fait ce qu'il fallait pour que cette hype ne redescende pas? Comment ça s'est passé? Je pense qu'il y a une conjonction de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que la hype n'était pas aussi grande parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Il n'y avait pas toutes les chaînes différentes, tous les accès à Internet. Enfin voilà, on a l'impression qu'on est des dinosaures, mais c'était il y a plus de 30 ans, donc forcément le monde de l'audiovisuel a bien changé. Et puis c'est pas qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est simplement qu'on était, je pense, pas prêt. C'est-à-dire que Jean-Philippe Gatien, il a progressé aussi super vite. Il est devenu vice-champion olympique en 92, champion du monde en 93, et je pense que la fédération à cette époque n'était pas forcément préparée à de tels résultats, ce qui est complètement différent aujourd'hui parce qu'on a eu l'expérience déjà des médailles de Jean-Philippe Gatien, des médailles de l'équipe de France, des mousquetaires, et puis là la Fédé est vraiment préparée, tout comme l'entourage des frères Lebrun, à gérer en fait cette nouvelle notoriété, et on le voit bien avec eux, de la façon dont ils la gèrent. Ça marche. Merci Chris d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Et je t'attends à ma droite pour venir commenter des matchs encore. Merci. Merci Christophe. Salut. Bye Chris, bonne soirée. On en pense quoi de cette hype du ping? Est-ce que je peux quand même tirer un petit coup de chapeau à notre chaîne, à RMC Sport? Non, on n'y est quand même pas pour rien. C'est pas nous deux qui allons t'empêcher avec voilà. On parle de visibilité, on parle de hype autour de ça. C'est aussi parce que c'est très accessible de regarder du tennis de table aujourd'hui. Déjà, c'est gratuit. Ouais. Et en plus, on est sur des médias qui touchent d'un très large public et qui touchent notamment les jeunes. On parlait par exemple sur le foot d'une jeunesse qui fuit un petit peu le football. Mais cette jeunesse-là, il faut aller la chercher où elle est déjà actuellement. Sur Twitch, sur YouTube. C'est facile pour eux, c'est facile d'accès, c'est gratuit. Ils peuvent se brancher quand ils veulent. C'est interactif, on a notre chat qui s'agite là. Donc il y a quand même quelque chose qui rend le tennis de table très visible. C'est aussi ça qui a fait monter la hype avant même les Jeux Olympiques. C'est que, moi je suis désolée, mais avant je ne sais pas où on pouvait regarder du tennis de table. Sur Internet, c'était gratos. Eh ben, c'est vrai. C'est ça, il y avait une plateforme de la Pro A qui. Tu avais la WTT aussi. Exact, et tu avais tout à fait la WTT. Donc c'est pour ça qu'en fait le ping peut dire merci à RMC aussi d'une certaine manière. Exactement, ça a donné de la visibilité et un accès plus direct, plus facile. Après, je pense. Grâce à vous aussi, les gars. Faut donner plus à l'ému pour le coup. Même Flo, à qui on peut passer un énorme big up là-dessus. Faut prendre les qualités du ping.
c'est que c'est quand même un sport qui, je pense, pour la plupart d'entre nous, est un sport loisir qu'on a tous pratiqué en famille, même à l'école, etc. À l'école, ultra répandu à l'école, la montante descendante, etc. Au-delà de la pratique, genre on avait tous enfin moi perso au collège j'avais une table. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une table de ping-pong dans la rédaction? Voilà, il y en a une. Non mais voilà, l'état de la table. C'est un sport qu'on ne suit pas, mais qui est quand même ancré dans les mœurs, qui est un sport de loisir, donc qu'on pratique finalement, mais jamais avec cet aspect de compétition, qu'on découvre sous l'aspect compétitif, qui est relevé par les réseaux sociaux. Et comme le sport est bien réalisé maintenant, récemment, parce que tu m'avais expliqué que le circuit, il avait investi pour justement donner des belles images, etc., bah sur les réseaux sociaux, ça cartonne. C'est un sport qui est accessible parce que je pense qu'acheter une raquette, trouver une table dans un parc ou quoi, c'est beaucoup plus sympathique et t'as moins cette connotation sport de riche que le tennis où tu vois des licences à 1500 l'année que dans des clubs dans le 16e, etc. C'est compliqué. Oui, je parle de Paris, désolé pour la province. Je pense justement que le ping, ça renoue énormément avec la province parce que quand on regarde le championnat de Pro A, c'est beaucoup de villes qu'on ne connaît pas forcément et par exemple, qui sont des villes de province aussi. Et on a cet effet aussi avec les Français qui gagnent parce qu'on rappelle qu'on parle de tout ça dans le prisme de la consommation du sport en France. On regarde les autres pays dans lesquels le ping est répandu, c'est les pays qui sportivement nous ressemblent pas trop. L'Allemagne, les pays asiatiques, le Brésil en marge, la Pologne, etc. Nous, on a eu besoin vraiment d'avoir ces gros stars qui performent pour s'intéresser à ça, peut-être pas de leur côté, ou alors eux, ils les avaient déjà avant, je pense, peut-être l'Allemagne, etc. Et je pense qu'on a une consommation qui est différente des autres pays, mais on est en train de rejoindre le train très très fort, et maintenant, bah, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je vous lis dans le chat, il y a pas mal de T'as vu que vous avez un défi quand même qui vous est lancé? Quelqu'un qui vous proposait de vous initier au tir sportif. Ouais, c'est Secton, c'est nos modérateurs, il fait du tir sportif. Bah écoute, on va y passer. Dingue, Secton, il a des potes, ils ont, en fait, si tu veux, ils ont acheté des champs immenses, genre de plusieurs kilomètres. Parce qu'en fait, il faut détenir. J'y vois aussi un truc un peu flippant. Pour faire du tir vraiment lointain, sniper et tout. En fait, il faut détenir. Tu peux pas tirer au-dessus d'un champ d'un autre, en fait. Tu vois. Normal. Et dès qu'il a des potes qui ont des champs immenses. 2 hectares. Tu vois ce que je veux dire? Et il faisait des tirs de 2-3 km. Enfin, c'est un fou. C'est très américain. C'est un fou dans le bon sens du terme. Il y a Salim avec nous. Tu nous lis enfin. Mais en même temps, ça va extrêmement vite dans le chat. J'essaie de vous lire. Quelqu'un aussi qui disait, et ça c'est lié, c'est un peu l'inconvénient, je trouve, de l'avantage. Je m'explique. Vas-y, ok, allez, on est prêt. Vas-y, on se pose. Le fait que ça soit sur Twitch et YouTube, il y a aussi une certaine génération qui ne sait pas comment accéder à ça. Mais en même temps, c'est ce qui aussi permet d'attirer, et on parle de nouvelles licences, d'attirer toute une nouvelle génération. Tu veux dire que c'est presque l'inverse de la plupart des sports, en fait. Exactement. Où la télé traditionnelle touche un certain public. Exactement. Et elle est là, la niche. C'est ça qui est super important, très rapidement, c'est que les moins de 18 ans, il y a une étude qui a été commandée par l'État. Chez les moins de 18 ans, 73% des gamins disent justement qu'ils ne pratiquent peu ou pas de sport. Et par exemple, une fédé comme le ping a perdu beaucoup de licenciés pendant le Covid, comme tout d'ailleurs, toutes les activités fédérales. Et mine de rien, par le biais justement de Twitch ou de d'autres canaux, tu vas toucher cette cible-là. Une cible en plus qui a besoin de storytelling pour s'intéresser, on va dire, à un sujet, qui a besoin de rester active aussi pour, quand il consomme, entre guillemets, du sport. C'est pas comme ma génération, on est capable de rester 6 heures devant la télé à regarder du sport parce qu'on kiffe trop ça. Et mine de rien, c'est un atout énorme pour la fédé de ping. Après, la vérité, c'est que là, tu as gagné au loto. Et maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de tout cet oseille d'une certaine manière. C'est intéressant parce que je rebondis sur ce que tu dis, Manu, c'est le storytelling. C'est aujourd'hui primordial dans tous les sports. On a vu, on a redopé aussi la Formule 1 en touchant un nouveau public parce qu'on a fait Drive to Survive. C'est en train de retomber. Voilà, mais parce qu'ils ont eu la chance aussi d'avoir le storytelling qui fitait avec une saison exceptionnelle. Mais tu vois, en vélo par exemple, c'est pareil aussi. Tu vois, en cyclisme, on a aussi trouvé des personnages, on a raconté leur histoire, on a un petit peu ouvert le tennis de table avec les Frangins Lebrun, c'est parfait. Il y a vraiment une histoire, déjà une sorte de concurrence et en même temps d'alliance entre les deux frères, ça crée un truc un peu mythologique, tu vois. C'est des anti-héros, les mecs aussi. Totalement. Les anti-Kylian Mbappé, entre guillemets, sans vouloir toujours taper sur lui. Très discret, très humble. En préparant l'émission, mercredi dernier, j'étais à Bercy pour le tournoi de tennis de Bercy, l'ATP 1000, et je suis tombé sur une belle affiche, c'est Hugo Humbert face à Alcaraz. Ah bien. Tu vois, j'ai bien été loti, tu vois. Mais et c'était terrible. En plus, le match était beau pour du tennis. J'y arrive. Ça t'a pas hypé? Mais alors, c'est peut-être l'habitude d'avoir du ping, etc. Mais c'est lent.
qu'est-ce que c'est lent. Ouais, c'est lent. Et c'est un match en 2-7 gagnant. Alors que moi, le tennis de table, parfois, je trouve ça limite un peu trop rapide. Je dis, attends, j'ai pas le temps de me poser, ok, d'accord. Et limite, je trouve que moi, l'inconvénient du tennis de table, c'est que je peux pas enchaîner 4 matchs. Mais est-ce qu'au final, ça fit pas avec cette... attention, je parle comme un boomer, cette nouvelle génération, la génération TikTok, scroll, etc. C'est hyper visuel. Où ça va hyper vite. Là, le ping, toutes les 10-15 minutes, t'as un moment de pression, t'as un gros coup de légende, entre guillemets. Alors que le tennis, il faut attendre 45 minutes pour avoir une pression, et encore si le set est équilibré, tu vois. Là, tu parles de la pratique ou plus de la consommation du sport? Ouais. Mais est-ce que c'est pas lié au foot sur la consommation du Bah si, moi je pense. Tu vois, tu parlais de la Formule 1, c'est très intéressant. Je vais revenir sur l'argument que je donnais sur le foot. La Formule 1 a un petit peu trahi sa base pour aller justement plaire au nouveau public. Et aujourd'hui, le nouveau public ne se retrouve pas sur les derniers événements. On peut penser au climax de 2021, notamment avec cette lutte Verstappen-Hamilton et les conséquences que ça a eu. Et le nouveau public est un petit peu plus volatile parce que c'était le phénomène du moment. On a regardé Netflix, on est lassé, maintenant on passe à autre chose. Et c'est là où ça va être important pour la Fédération française de tennis de table, c'est d'apporter, c'est ça que j'ai bien aimé, Sacha, sur ce que tu as dit, apporter une notion, je parle dans la pratique, une notion de loisir. C'est-à-dire que on le voit très bien, le différentiel entre le tennis et le padel en ce moment. Et d'ailleurs, je voyais Gilles Herbe qui en a parlé, le président de la Fédé, qui en a parlé à Ouest France, et qui disait il faut qu'on amène en fait une notion de loisir, une notion de plaisir, parce qu'en fait aujourd'hui, à l'époque, quand nous étions petits par exemple, ce qui motivait les gens à faire du sport, c'était la compétition. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a dégoûté les gens parce que tout le monde n'est pas dans un esprit de compétition. Aujourd'hui, il y a une notion de bien-être, d'exutoire, de santé aussi, et quelque part, ce que disait le président, c'est essayer de trouver justement des accroches pour faire venir ces gens, mais surtout les faire rester, parce que c'est ça le plus important, c'est ça le défi qu'attend la Fédé. Et le sport redevient stylé. Moi, je me reconnais dans ce que tu dis. L'image du ping, tu veux dire? Non, mais même globalement, en fait. Du sport en général? Ouais, parce que moi, je viens d'une famille qui est pas du tout sensible au sport, qui regarde pas le sport, qui a jamais regardé le sport. Je suis un peu une anomalie pour eux. Et en fait, dans ce monde-là, clairement, les mecs qui regardent du sport, c'est des beaufs. En fait, les autres, ils regardent des trucs un peu plus intellectuels. Ils disent Télérama, quoi. Ouais, je pense qu'on a dépassé ce stade-là. Je pense qu'en France, on a aussi nos petites qualités, nos petits défauts. On a besoin du storytelling beaucoup plus que les autres pays. Et je pense que les frères Lebrun remplissent très très bien cette case-là. On a aussi besoin de faire les connaisseurs. Je pense qu'on est un des pays où, quand on consomme le sport, on a besoin d'en parler aussi. On doit être un des pays qui en parle le plus. Et parfois sans en faire ou sans le regarder aussi. On a ce côté un petit peu prouveur, on aime le débat, on aime en discuter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et en vrai, le ping-pong, je sais pas, avec le tennis, pour moi, c'est quand même un peu similaire. Pour moi, c'est pareil. Est-ce que ce sera autant inscrit dans les mœurs en France? Je suis pas sûr. Mais là, on le voit avec... tu vois, tu as parlé d'Humbert, mais quand tu regardes Arthur Fils, quand tu regardes Mpetshi Péricard, tu sens qu'il y a une hype tennis, elle est prête à renaître n'importe quand. Après, est-ce qu'on va respecter... C'est pas de son gars, Simon, c'est pas moi, je pense que ça peut très vite rejoindre ça. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va traiter les frères Lebrun si jamais ils prennent pas un smash, tu vois, qui est équivalent d'un grand chelem, si jamais ils prennent pas une médaille d'or d'Olympique, comme ces Français dans le tennis qui étaient super bons, mais pas vraiment les grands meilleurs, etc. Est-ce qu'ils vont avoir ce revers de la médaille qui, je pense, était douloureux aussi pour certains? Clairement. Ou est-ce qu'on va vraiment les mettre sur le piédestal, s'en servir comme des tremplins, faire connaître les mecs comme Jules Roland, les Pritika Pavad, les filles, etc., parce qu'on en a très peu parlé, et vraiment créer tout un esprit autour de ça, parce que ce sport a du potentiel. Je pense pas que ce soit le plus cher du monde, il y a encore plein d'investissements à faire qui peuvent faire décoller le truc, et là peut-être que tu pourras dépasser le tennis qui aujourd'hui, à coup de millions, vraiment est à des années-lumière. J'ai quand même une question pour Lucas Pouille qui est en face de moi. J'allais le dire, non, personne n'est pas Lucas Pouille à ma gauche. Le chat, vous avez décidé que c'était Lucas Pouille. Alors Lucas Pouille, est-ce que tu penses que... un mec qui s'appelle Pierre-Alain Fraude, en plus. C'est surtout ça qui est fou, c'est ça qui m'a choqué. J'avoue. Non, mais est-ce que vous pensez que le tennis de table, à un moment, va effacer le tennis? Moi, je pense pas. Je pense qu'on en est encore loin quand même. Il y a quand même une avance du tennis, il y a une culture du tennis et un peu dans toutes les générations. Maintenant, ils vont venir gratter un peu des parts de marché en termes de médiatisation. Attends, tu parles de pratique ou de consommation? Moi, je parle des deux en fait. Okay. Parce que, évidemment, il y a une grande avance. Je le disais tout à l'heure, plus d'1 million de licenciés en termes de tennis. Ouais. Mais c'est intéressant ce que dit Manu, de faire du tennis de table un loisir presque comme un autre et finalement comme le tennis. Donc je pense que ça va un petit peu s'équilibrer. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que là, et l'exemple il est top pour ce dont on est en train de parler. On vient d'enchaîner 3 semaines où tu as eu la première semaine Alexis Lebrun, champion d'Europe, Félix Lebrun la semaine d'après qui a gagné Montpellier. Et derrière, Hugo Humbert, qui, j'ai pas de tête, mais fait un parcours qu'un Français n'a pas... Finaliste. Oui, pardon. Ouais, qui fait finale. Et dernier perso, j'ai pas ressenti... Alors peut-être, je suis mal placé, vous me dites, et je vous le demande. Et j'ai pas ressenti la même
excitation autour de la semaine d'Hugo Humbert qu'autour d'une des 2 semaines des frères Lebrun. Qui l'a diffusé et qui l'a fait buzzer, Hugo Humbert. C'est aussi ça la question. C'est que et qui a diffusé le tennis, d'ailleurs. Ouais, moi je vois beaucoup moins cet aspect viral réseaux sociaux sur le tennis, alors que je pense qu'il y a des très beaux coups, mais en général c'est un contre les jambes de mon fils que tu vois. T'as moins cet aspect où on te relate ce qui se passe dans le tennis sur les réseaux sociaux, parce que limite t'as l'impression que le sport est tellement prestigieux qu'il a rien à foutre sur les réseaux sociaux. Désolé pour le langage. Et la diffusion aussi, c'est très éclaté. C'est un peu le syndrome du foot aussi, c'est que t'as beaucoup de diffuseurs, tout est payant. Et c'est pas très accessible. Donc évidemment, il y a un côté, on entretient l'image d'élitisme du tennis que t'as pas dans le tennis de table. Ça te paraît plus spontané. Et t'as presque l'impression que là, vas-y, je sors du canapé et puis je vais prendre une raquette et je vais aller taper un tennis de table. Dernière question pour terminer sur ça. Et je vous poserai juste cette question. Ça va clôturer le débat. Vous croisez le numéro 1 français au tennis ou le numéro 1 au ping, c'est-à-dire Hugo Humbert ou Félix Lebrun dans la rue, qui vous reconnaissez le plus? C'est une vraie question parce que moi je te dis que Humbert, en fait avant la semaine dernière, j'étais incapable de le reconnaître. Ah ouais, moi Félix 100 fois. Vraiment. Oui, en fait, moi, ça c'est les JO de Paris aussi. Au chat, mais alors le chat est quand même très ping. Si dans les randoms, il y en a qui savent différencier les frères Lebrun. Parce que c'est ça qui va me permettre de savoir si vous êtes dedans ou pas. En vrai, parce que nous on est dedans. Il y en a un qui est plus blond et il y en a un qui est un petit peu plus fin. Il y en a un qui est plus blond. Et il y en a un qui est un petit peu plus fin de visage. C'est ça. Et c'est le même. Et c'est le même. Félix. C'est fait, bien sûr. Les lunettes direct. Mais non, mais tu vois, parce qu'en fait, ils ont ce côté-là aussi. C'est ce côté visuel aussi avec les frères qui leur donne ce petit truc que t'as pas dans le tennis, etc. etc. Moi, j'avoue qu'en tennis, je sais pas à quoi il ressemble Hugo Humbert, mais je me rappellerai toujours de Corentin Monté pour ses hommages au MMA lors de ses victoires. Ça vous fait réagir en tout cas, c'est cool. Plus que sur les victoires, tu vois. C'est très cool. C'est dur. Cool. Sou, allez viens. Viens mon Sou, j'ai envie d'entendre tes cotes sur le ping. Fais-nous gagner de l'oseille. Ça va vraiment être le fil rouge. Je te jure. Ça va, la chasse au jeu de mots sur Sou. Ça se voit qu'il est oseille, c'est le seul à avoir une chemise fermée et tout. Oh, ça attaque à balles réelles. Ok. En tout cas, oui, là pour le ping, pour les parieurs qui sont assez réguliers, ça reste des cotes très très basses. Et c'est le moment où je fais ma pub, le tournoi de Francfort tous les jours jusqu'à dimanche sur la chaîne Twitch et YouTube. T'as déjà parlé sur le ping avant ce soir? Oui. Ok. Oui, pendant les JO et même occasionnellement pour compléter des par la hype ou par métier? Par cote. Et par aussi la disponibilité des paris. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que, par exemple, il est, je sais pas, 2h du matin. Des horaires, si je vois, voilà, je scroll et je vois... Avant de dormir, t'es là, ouais, je suis perdu, mais... Si tu vois, par exemple, un truc intéressant, une cote intéressante sur winamax.fr, tu connais pas la discipline, mais tu vas regarder, tu vas t'intéresser du coup. Ouais, c'est ça. Ça, tu vois, c'est intéressant ça. C'est ça. Mineur souvent. Tu reviens de soirée. Exactement. Donc, on revient sur ping. Bah oui, tu pars sur quoi? Je vais partir sur Shi Donglin. Ouais. Donc, phénomène 19 ans qui a perdu 2 matchs en 5 mois et contre les frères Lebrun. Oui. Donc, le dernier en date à Montpellier, c'est ça? Ouais, contre Félix. Donc, il s'est fait laminer. Il s'est fait tartiner. Ouais, c'est ça. Il est passé pour un random, vraiment. Ouais, voilà. Indice. Donc, je pars sur un combiné de 3 matchs. Ok. Shi Donglin. Le deuxième que j'ai choisi, c'est l'Allemand qui joue à domicile, Dimitri Ovtcharov, l'expérimenté, il a head-to-head, il a face-à-face face à Liam Pitchford, super favorable. Sur 6 matchs, il est sur 5 victoires, il sait comment il joue. Je pense que sur ça aussi, il n'y a pas de crainte à avoir. Et le dernier, c'est Hugo Calderano contre Ji-Sung Oh. Donc Hugo Calderano, je pense que tout le monde a suivi les JO. C'est celui qui a perdu en demi-finale, qui était... redouté par les frères Lebrun, surtout par Félix, si je dis pas de bêtises. Donc là, il a une belle cote, 1,22 face à un repêché. Voilà. Ça me donne pris cher aussi, lui aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, 1,58, ça reste un combi safe pour moi. Donc, voilà. Ça part? Cool. Ça part sur ça? Ouais, ça part sur ça. À suivre demain, tous ces matchs. C'est ça. Sur YouTube et Twitch et RMC Sport. Et bien sûr, le chat nous dit que tu n'es pas sous-coté. Donc, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On a un chat de qualité. Hein. Oui, toujours. Merci. Toujours là sur l'humour. On te revoit tout à l'heure? Ouais. Une dernière fois? À toutes. Allez, à toutes. À toutes. Bon, on voulait terminer un peu cette émission. Je rappelle, nouveau rendez-vous RMC Sport Club tous les lundis 21h. On espère que cette première, ça vous fait un peu kiffer.
Il faut encore mettre de l'huile dans les rouages, mais je trouve que c'est pas mal. On est à l'aise. Très agréable. Très bon. Moi, je trouve qu'on est bien. Et ta chambre, elle est super belle. Franchement, elle est vraiment lourde. Mais sachez que dans mon oreille, ça fait que dire vas-y, il faut avancer, tellement on est bien et à l'aise. Ah ouais. Donc, ils sont en panique, c'est ça contraste vachement. Alors, ça devait durer 1 heure, hein, pas 3, les gars. Désolé, la team. Désolé, Sab. On voulait évoquer. Et c'est, je trouve aussi en lien avec ce qu'on disait, ces nouveaux sports qui émergent, peut-être des nouvelles stars, on parle des Lebrun, etc. Évoquer le top 5 des plus grandes stars en termes de sport françaises actuelles. Je vous ai demandé à tous votre top 5, j'ai fait moi-même mon top 5. Et non, Salim, dis pas ça, faut jamais dire ça, c'est terrible. Tu sais que j'ai un écran, moi aussi. J'ai un écran et des sentiments. Non, et une adresse. Surtout que ça veut dire, s'il ose dire ça, ça veut dire que l'inverse est réel. J'ai pas vu là, je suis pas sûr de ça. Pas sûr. On va bannir cet homme du chat, puisque pour ceux qui connaissent pas Twitch, il y a des fonctionnalités. Ah, regarde, on a déjà des votes sur le top 5. Chat, non, en vrai, faites votre top 5 aussi. Vous mettez petit 1. On a déjà beaucoup de Léon Marchand. Ouais, petit 1, vote sportif, 2, etc. On veut voir des messages où il y a les 5 sportifs classés selon. Voilà, il y a du Marchand, Riner, Mbappé, Wemby. Il y a Ben, il s'est perdu en cours de route. Faut qu'il aille sur YouTube, Ben. C'est pour toi. On t'aime. Je vous envoie le mien. Je vous envoie le mien et après vous me dites ce que vous en pensez et vous donnez le vôtre. Moi j'ai mis Kylian Mbappé numéro 1. Je trouve que c'est impossible de pas le mettre numéro 1. 2, Léon Marchand. Ok. 3, Antoine Dupont. 4, Teddy Riner. Et 5, Antoine Griezmann. Ah ouais! Antoine Griezmann. Ah, t'es chaud. Ok. T'es chaud parce que j'ai hésité. Parce que je me suis dit, il doit y avoir forcément un photo de plus que les autres. En fait, au début, je vous avoue, je l'avais pas mis. Je l'avais pas mis au début, Grisou, j'avais mis Wemby. Et je me suis dit que l'aura est bien plus grande. On considère du coup Griezmann, c'est le 2e footballeur français le plus populaire. Je pense. Il a une cote de popularité qui est très élevée. Attends, on en débat. Je vous donne la question que je pose. Est-ce que vous voulez citer vous-même vos top 5? Moi, je peux me faire le mien parce qu'il est très peu différent du tien. Vas-y, Manu. J'ai pas de Griezmann, mais j'ai monsieur Victor Wembanyama. Forcément, c'est une star internationale et mondiale. Un phénomène, peut-être encore un peu plus connu aux États-Unis que chez nous pour le moment. Mais sinon, je te rejoins exactement sur le 4. Sur le 4, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est juste sur le 5e où je préfère mettre Wemby, histoire d'avoir une disparité un peu différente. Ok. Oui, on va se retrouver. Moi, j'ai à peu près j'ai même les mêmes noms que Manu. J'ai pas forcément le même ordre. Moi, j'ai mis Mbappé en 1 aussi parce qu'en fait, c'était tellement évident. Là, on parle pas de goût personnel ou on parle même pas de pure performance sportive. On parle vraiment de star actuelle du sport français. Donc Mbappé numéro 1. C'est le seul mec à qui on fait le bilan carbone quand il va en boîte de nuit. Par exemple. Évidemment, c'est vrai, ça veut dire beaucoup. Tu le suis à la trace de partout. Donc évidemment, Mbappé c'était numéro 1 et puis le foot quoi. Premier sport. Moi, j'ai mis Teddy Riner en 2. Ok. J'ai enchaîné avec Léon Marchand. Ouais. Victor Wembanyama et Antoine Dupont. Alors, je vais prendre le top de Sacha, mais je suis quand même très curieux de savoir pourquoi tu mets. Pourquoi je mets Riner en 2 Ouais, et tu vas voir. Mais je crois que j'ai mis la même chose si je dis pas de bêtises. Exactement. Mais pour moi, c'est juste expliquer le raisonnement. De toute façon, vous avez le même top, tous les deux. En fait, le raisonnement derrière Kylian Mbappé, c'est que c'est vraiment la star au-delà des stars. C'est-à-dire qu'il change le game à lui tout seul. C'est tellement une star qu'on arrive à le regarder même pour ne pas l'aimer. Donc ça, c'est vraiment incomparable à tous ceux qui sont derrière lui. Et pour moi, il est unique en France, même dans l'histoire avec cette casquette-là. Même Tony Parker, en début de carrière, n'était pas aussi détestable ou détesté, je pense. Parce qu'on on lui reprochait ce côté à l'américaine et tout. Il faut vraiment pas lancer ta chaîne sur Tony Parker. Tu vas à l'étranger, les gens connaissent. Tu leur demandes à l'étranger de citer un Français, je suis sûr qu'on te cite Kylian Mbappé. Oui, non, mais c'est sûr. Après, Teddy Riner, parce que je pense que lui, il jouit un petit peu de la situation du judo en France et on en a fait vraiment cet athlète déjà ultra olympique parce qu'il nous a ramené de belles médailles et ça il les a pas volées, mais on a aussi donné ce rôle du géant, celui qui est capable de tout, qui est super sympa en parallèle. Marchand parce que c'est un peu la relève de Riner, je pense, dans ce rôle là en France, et c'est les mecs qui vont faire les 20h, qui vont faire les France 2, enfin tu sais, les trucs de grande masse. Wembanyama parce que justement il commence à avoir ce côté à l'américaine, donc lui aussi il va cliver comme Mbappé, c'est sûr. Ça va arriver, c'est déjà en train d'arriver. Il y a ce côté américain où il faut quand même suivre le sport américain pour y avoir accès. Avec des horaires pas évidents aussi. Exactement. Ça joue. Et Antoine Dupont, parce qu'Antoine Dupont, il a cette personnalité qui est un peu plus effacée et malheureusement, il subit ce que subit le rugby un petit peu en ce moment, qui est en perte de popularité, qui n'a pas une très très bonne image, même s'il relève énormément le niveau. Il faut écouter le mec. Dupont à tout ça. Ah ouais, non, et pour le coup, c'est un peu l'exception, je trouve, de ce sport-là. Donc voilà un peu comment je me suis basé. On a tous mis Marchand.
Est-ce que vous pensez pas que c'est aussi un effet post-JO sur un sport qu'on n'a pas l'habitude de voir le reste de l'année? Attends, on parle quand même d'un ovni. Donc déjà, si tu veux, sur la natation, juste dire, on parle de sport français. La natation, c'est quand même un sport un peu de tradition française. Donc il y a quand même un héritage, il vient pas de nulle part. On découvre pas un sport à travers de Léon Marchand, donc il s'inscrit dans une histoire. Moi, l'autre jour, je suis allée me promener dans les rues de Paris et je suis passée devant la tour Montparnasse. Et il y avait Léon Marchand en très grand sur la tour Montparnasse. Donc ça veut dire quelque chose. Il a emmené tout le monde pendant ces Jeux Olympiques. C'est la star absolue, 4 titres olympiques. Et il y a un côté, effectivement, tu peux le dire, est-ce que c'est pas une petite bulle ? Moi, je pense pas, parce que quand tu tapes des records du monde, tu vas sur des compétitions en petit bassin et que tu tapes encore des records du monde, et quand la défaite devient une anomalie, là, on est au-delà. C'est pas une bulle, là. C'est un champion hors norme. Mais par exemple, toi, tu savais qu'il nageait. Enfin, forcément, vu ton boulot, tu étais au courant. Mais... Un petit peu. Mais je veux dire, tu penses que le mec qui a regardé Marchand au JO. C'était la star avant les JO. Oui, mais est-ce que tu penses qu'il sait qu'il nage en petit bassin et qu'il va aller regarder Léon Marchand? Non, mais par contre, il sait que le gars, il claque plein de records, que c'est la relève de la natation française et qu'il va nous emmener. Mais vous pensez pas qu'il va souffrir du fait qu'on va pas le voir pendant 4 ans? Non, mais en fait, dès qu'il va gagner tout le temps, et dès qu'il va gagner, tu vas le savoir. Donc en fait, ça va relancer le pic. C'est le phénomène français à l'excellence, c'est qu'il gagne. Et donc on va en faire des caisses. Je pense que le critère qui réunit les 5 qu'on a cités, après avec les différentes disparités, c'est que c'est que des sportifs qui dépassent leur sport. Marchand, totalement. Tout le monde connaît Marchand, tu vois, entre guillemets, et personne ne suit forcément, enfin tout le monde ne suit pas forcément la natation. Bon, il y a aussi un attrait chez ce mec-là, c'est qu'il est un petit peu, il est un peu à contre-courant de tout ce qu'on a connu sur le sportif français, mis au pilori bien sûr par la FFL. Mais c'est vrai que tu vois, moi quand j'étais petit, je voyais des mecs comme Thorpe ou comme Phelps qui cassaient tout, qui prenaient toutes les breloques et qui cassaient tous les records. Et je me disais, mais en fait c'est normal, il y a que les Australiens, les Américains qui sont comme ça. Et quand tu vois le phénomène arriver en France, mais tout de suite, t'es aspiré par le truc. On a rêvé d'avoir des Phelps, faut des monstres comme ça. Parce que comme je suis américain du Wisconsin, bien évidemment, chez moi, Michael Phelps, quand il prend ses médailles, il dépasse tous les joueurs NBA, toutes les méga stars américaines. C'est-à-dire qu'il y a ce respect qui a été glané par Michael Phelps avec ses titres olympiques. C'est un peu la leçon que met Léon Marchand aussi à tous les autres athlètes français. Faut rajouter à ça un truc qui n'a absolument rien à voir avec le sport, c'est que il est parfait, le mec, même physiquement, entre guillemets. Il a des cheveux d'ange. Il est beau gosse. Taille en V, normal. Ouais, voilà. Il est sponsor Louis Vuitton. Enfin, tu peux pas faire plus au top. Ah, vous savez que je lui trouve un petit défaut, moi. Je trouve un petit défaut, moi, à Léon. Alors, il en a fait d'autres. Il ressemble à Mbappé. Non, c'est que. On va se faire détester en 2 secondes. Des fois, Léon Marchand. C'est qu'il fait pas la discipline reine de la natation. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça au final, comme Phelps qui fait Non, parce que c'est comme le 100 mètres en athlétisme. Il y a la nage libre, il y a le 100 mètres nage libre en natation. Donc faire de la brasse, alors tu me diras, c'est une performance de faire exister la brasse à ce point médiatiquement. Quand tu aimes la natation, c'est pas forcément le truc le plus évident. Le 204 nage, c'est pareil, ou le 404 nage. Lui, il arrive à le faire, mais j'allais dire. Il va souffrir un petit peu de la comparaison avec des figures comme Alain Bernard. Parce que c'est pas la même discipline, c'est pas la discipline. Tu trouves mais pour moi, il a déjà fumé Alain Bernard, c'est un no-random. Je dis pas qu'il ne l'a pas dépassé, pour moi il l'a dépassé. Mais il y a un côté, si seulement il faisait le 100 mètres nage libre, tu vois. Si seulement il gagnait le 4 fois 100 nage libre. Alors attends, et justement, je vais faire le lien, et je trouve que c'est le lien parfait. Moi j'aime la natation, j'en ai fait 10 ans. Ah pardon, je comprends mieux. Je trouve que c'est le lien parfait avec ton numéro 2. Teddy Riner, c'est pas un sport, enfin le judo, tu vois. Ah oui, il est au-dessus de son sport. C'est le sportif préféré des Français. Mais pourquoi t'as dit ça? Tu sais que je me suis fait la remarque, je me suis dit. Oui, mais attends. Si je les mets tous les 5 dans une même pièce, moi je vais voir Teddy Riner. Ouais, mais pourquoi? Parce que le gars a un charisme de ouf. Mais pas pour ses performances sportives. Oh bah ça va, excuse-nous. 5 titres olympiques, 11 titres mondiaux. Excuse-nous de la longévité aussi du gars. Que les titres olympiques, c'est 2012 le premier, quoi. Je lève la main. Mais vas-y, parle, t'as pas besoin de lever la main. On s'en fout du judo. Enfin, désolé, mais grand public. Même, ça compte un peu. Non, mais qui regarde le judo hors JO et hors championnat du monde? On le regarde parce qu'on sait que Riner il gagne en fait. C'est très pratiqué. Et parce qu'on sait que. Et désolé, parce que là, je vais presque être complotiste, mais parce que le judo est super bien implanté en politique aussi. Et pourtant, c'est un des sports avec le plus de licenciés en France. C'est ça. Tu vois, je pense qu'il est très puissant. Il y a plein de causes. Il y a plein de causes qui font que. Après, le mec gagne et le mec, je pense qu'il a aussi.
effectivement cette aura et ce charisme, et il arrive à en jouer pour dépasser ça, comme Mbappé l'a fait au début. Mais il y a quand même la performance au départ. Hein. C'est juste que le gars gagne en plus dans la discipline reine du judo, j'en reviens là. Et il casse les codes aussi, je pense. Tu imagines qu'on a un Français qui est quasiment une idole au Japon? C'est ce que j'allais dire. Voir le mec le plus détesté du monde. Jean Reno était idole au Japon, donc attention quand même. Non, mais c'est fou quand même. Salim dans le chat, il a raison, on ne connaît aucune prise. Bah, si, peut-être le hippon, tu vois. Si, oui, on en connaît quelques-unes, mais je veux dire. Mais est-ce que ça compte quand tu regardes du judo? Non, mais surtout pas dans cette catégorie-là. C'est un sport d'opportuniste. Ça veut dire qu'on aime bien connaître le judo. Quand on vient de gagner un truc, on fait t'as vu Uchigatame? Incroyable. C'est dédicace à Morgan Bory. Oui, bien sûr. Là, il te tuerait. J'ai vu beaucoup, forcément, on a un chat aussi de fans de ping. J'ai vu beaucoup de Félix et quelques Alexis aussi. Et quand on a parlé un peu entre nous et évoqué le top 5, il y a eu aussi beaucoup au début cette volonté aussi de prédire un peu de pré-shot ceux qui pourraient intégrer le top 5. Rapide tour de canap, qui pour vous pourrait intégrer ce top 5 dans les quelques années à venir? Moi, je voulais dire. Alors, moi, j'avais pris un exemple qui était celui de Cédric Doumbé parce que je pense qu'il a juste fait exister un sport en France. Ça te parle? Concrètement. Cédric Doumbé? Je connais, pour d'autres raisons, mais on a le même employeur, si tu veux. Ma mère m'en a parlé. Ma mère m'en a parlé. J'en ai un peu pété un câble. Donc moi, j'ai trouvé que justement, lui, il avait fait en très peu de temps, il avait dépassé son sport justement, et il avait offert, tu sais, là où ce sport normalement c'était UFC, lui, il avait fait exister le terme MMA en fait dans le pays, et j'avais trouvé ça très très fort. Mais maintenant, on a un petit. C'est là que tu vois la réserve, c'est-à-dire que pour être une star du sport français, il y a quand même le sportif. C'est-à-dire qu'il y a le charisme, il y a l'aura du personnage, et ça, Cédric, il l'a, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, tout le monde, on le connaît, il régale, il a toujours des punchlines. Mais maintenant, il va falloir un petit peu enchaîner les combats, les victoires, et Enfin, il a choisi une ligue qui est peut-être pas la ligue reine du MMA. Parce qu'elle n'est pas chez RMC? Peut-être. Peut-être. Et on y voit un lien de cause à effet. Parce qu'elle est chez l'employeur. De Cédric Doumbé. Non, mais il va falloir aussi sportivement s'installer un peu plus, tu vois. Là, il lui manque un peu cet aspect purement sportif de OK, il a mis tout le monde d'accord dans sa caté, on se tait. Moi, il lui manque ça. Et je trouve, on parle de sports qui sont pas forcément médiatisés au jour le jour, etc. Un Félix Lebrun, par exemple, il pourrait intégrer ça? Moi, je pense qu'il est assez proche. Je l'ai mis, on en avait parlé, mais moi, vraiment, dans les futurs stars, oui, je l'ai mis. Alors, est-ce que c'est uniquement Félix ou est-ce que c'est les frangins? Pour l'instant, on est plutôt, c'est les frangins. Ouais. Mais c'est ça le truc, c'est vrai. Alors, est-ce qu'ils vont un moment se dissocier? Parce que vous parliez des frères Lebrun, pas de Félix ou Alexis, c'est marrant. Non, parce que je reprends l'exemple les deux fusionnent. Est-ce que tout le monde est capable de les différencier, en fait? Donc, tu sais que c'est le phénomène des frères Lebrun, et c'est un peu tôt pour dire Félix, aujourd'hui, il est vraiment installé ou quoi, etc. Mais ça prouve qu'on a eu aussi envie de faire des recherches. En fait, la réalité, c'est qu'ils sont encore méconnus. Il y a un gros buzz sur eux, etc. Mais je pense qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas fait l'effort d'aller sur YouTube ou sur Twitch ou autre, qui vont les découvrir bientôt. C'est aussi possible. Et je pense qu'il y a... je regardais sur les termes de followers, je regardais des trucs un peu bêtes, tu vois. En fait, ils sont pas si suivis sur les réseaux sociaux par rapport à d'autres sports. Alors, qui connais un combattant de MMA amateur qui est plus suivi que Félix Lebrun, tu vois. Donc après, c'est pas n'importe qui. Alors c'est pas pour les défendre, mais aussi ils sont un sport qui est hyper connu en Chine. C'est le sport numéro 1 en Chine et qui n'utilise pas les réseaux sociaux qu'on utilise. Donc, par exemple, la petite stat, les Lebrun, ils sont plus suivis que Mbappé en Chine, tu vois. C'est ouf. C'est ça. Il faut réaliser ça. Le marché chinois est particulier et tout, mais je pense que le marché français est aussi particulier. Et peut-être qu'aujourd'hui, il ne leur rend pas suffisamment hommage pour que ce soit ces stars-là. C'est que par exemple, je pense que tu vas en Chine, tu dis cite-moi 5 sportifs français, t'as les deux Lebrun en premier direct. Et je pense qu'ils galèrent à faire les 3 autres. Ils vont sortir tous les Chinois et après ça, mais tu vas dire hors chinois. Je pense que c'est les premiers noms tout de suite. Mais après, tu vois, c'est encore un petit peu jeune. C'est-à-dire, dans les sportifs qu'on a cités, alors tu vois, tu disais Marchand avant les JO, moi je connaissais pas trop. Nous, on le voyait arriver, mais il y a quand même une notion de longévité. S'inscrire un petit peu dans le temps, ça met pour devenir un Teddy Riner avec cette aura-là, ça demande un petit peu de temps. Les Lebrun, ça va venir, mais ça va demander un petit peu de temps. Très bon commentaire de Duffman. Ça tombe très bien. Je vois que tu nous dis qu'il manque des femmes dans notre classement. Vas-y, relis le commentaire, je t'ai parlé. Il manque des femmes dans votre classement, et surtout Pauline Ferrand-Prévot. Alors moi, grande féministe affirmée, ça m'a fait beaucoup de mal de ne pas mettre de femmes. Quand on a parlé des possibles futures stars du sport français, moi j'avais quand même cité Sirena Samba Mayela parce qu'elle fait un sport déjà particulièrement médiatique et que je sens aussi une sorte de charisme, un petit caractère qui s'affirme bien et qui peut exister.
je me suis posé la question de est-ce que je suis capable d'intégrer une femme à mon top 5 des stars actuelles du sport français? La réponse est non. Bah ouais, si tu veux rester objectif, en vrai, La tu peux réponse pas. est non. Pour moi, celle qui se rapprochait le plus, alors tu disais Pauline Ferrand-Prévot, elle est hyper forte, elle écrase son sport, mais elle a du mal à sortir entre guillemets de son sport et à exister plus médiatiquement. La seule qui pourrait éventuellement se rapprocher du top 5 pour moi, c'est Clarisse Agbenienou. Ouais. Parce que il y a eu aussi toutes ces prises de parole un petit peu presque politiques sur la maternité, sur le traitement qu'elle jugeait inéquitable vis-à-vis de Teddy Riner. Donc ça, c'est intéressant, ça l'a installé là-dessus. Il y a aussi un palmarès dans la durée qui l'installe dans ces rangs-là. Mais pour moi, on n'est pas encore au top 5. Et croyez-moi, vraiment, c'est un crève-cœur. Bah, et avec beaucoup d'humour, je t'accade, il dit, si même une féministe le dit, et vraiment... Ouais, c'est dur. C'est pour dur, moi, hein. Mais franchement, ça m'a fait mal au cœur. Ça va arriver, il se passe des trucs dans le sport féminin et je vais vite fait prêcher ma paroisse, mais franchement, le basket féminin, il se porte tellement bien. C'est vrai, la petite Elles arrivent en WNBA, qui est la NBA féminine aux États-Unis en masse. Dominique Malonga, qui est la première femme à avoir claqué un dunk en championnat de France, qui va être sans doute draftée numéro 1 aux États-Unis. Ça va arriver très très fort, mais moi je suis d'accord avec toi. C'était un peu dur de trouver. En fait, en termes de popularité, elles n'arrivent pas à passer un cap parce que je pense qu'on leur donne pas aussi les clés. Alors c'est ce que j'allais dire. J'ai envie de t'entendre sur ça. Il y a aussi un côté médiatisation du sport féminin. Là, on est vraiment très très en retard. On leur a pas donné la même place. Et on a un historique, n'en déplaise à certains, un peu misogyne dans le traitement du sport. C'est sociétal, hein, c'est pas uniquement dans le sport, mais qui fait qu'on donne plus la place aux hommes. Alors certains vont me dire oui, mais c'est parce qu'un 100 mètres masculin, par exemple, ça va plus vite qu'un 100 mètres féminin, donc au niveau du chrono, c'est objectif. Bon, je pense que... Est-ce qu'on se voile pas la face en disant ça? Parce que tu vois, moi par exemple, totalement. JO 96 à Atlanta, j'étais bien plus hypé par la course de Marie-Jo Pérec que par aucune autre course. Tu vois, et le traitement médiatique à Sydney, c'est du Mbappé version 2000. Ah oui, sur Marie-Jo Pérec en 2000. C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je te sors l'argument qui n'est pas forcément le mien. Moi, je pense que déjà, il va falloir faire de la place au sport féminin, quitte à s'acheminer petit à petit sur une égalité de temps d'antenne, pour que ces femmes-là puissent montrer qu'elles sont ultra performantes, qu'elles sont en train de marquer leur sport et qu'elles puissent s'inscrire dans nos mémoires, en fait, tout simplement. Méfie-toi. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est un combat qui doit être porté, t'as raison. Méfie-toi juste d'un truc, parfois en imposant les choses aux gens, tu les en éloignes et tu les en dégoûtes. J'ai un très bon exemple, un sport féminin qui se structure, qui est de plus en plus professionnel, qui est de plus en plus intéressant. C'est l'Arkema Premier League, qui est la première division des femmes au football. Le problème, c'est qu'on a fait tellement un bourrage de crâne aux gens. Ça doit passer en clair, ça doit passer à tel moment, vous devez regarder. Si vous regardez pas, vous êtes si vous avez des préjugés, etc., etc. À un moment même, on pouvait plus critiquer le football féminin parce qu'on était misogyne, et ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens, du coup, ça devient un combat, si tu veux, de ne pas aimer ce football qui se structure et qui devient de plus en plus intéressant. Et puis après, il y a FIFA qui a eu, le jeu vidéo qui a eu un gros rôle aussi pour intégrer. Enfin, moi personnellement, ça m'a fait découvrir le foot féminin. Depuis l'année dernière. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir justement à découvrir les joueuses et à m'impliquer. Je suis même allé voir un match du PFC. Mais je vais prendre un autre exemple. Et pour le coup, c'est vrai que la diffusion, elle est en place, c'est sur des beaux événements, etc. Mais t'empêcheras jamais les gens d'être misogynes, c'est le MMA. Parce que quand tu regardes la carte principale d'un UFC, t'as très souvent en co-combat star des combats féminins de très très haut niveau. Les règles sont exactement les mêmes. Ne me trouvez pas un plus vite, plus quoi, machin, c'est tout pareil. Vraiment, c'est le même sport. Moi, ce que je vois dans nos top 5 aussi, c'est qu'il y a beaucoup, mis à part Mbappé en ce moment, mais bon, Mbappé, tu reviens en 2022, c'était le GOAT, il n'y avait pas plus haut après la finale de la Coupe du Monde. Ce que je vois, c'est que dans le top 5, il y a beaucoup de gens qui y sont, en plus de leur performance sportive, pour aussi ce qu'ils dégagent. Et tu as l'impression qu'une femme, parce que là on parle de Marie-Jo, mais Marie-Jo, c'est le fait qu'elle soit au-dessus de tout le monde dans son sport. Par exemple, qui a porté des combats sociétaux très importants. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient là ils étaient dans le cœur des Français de par leur performance sportive, plus par que ce qu'ils dégageaient. Pour moi, c'est les deux. C'est des grands champions qui arrivent, justement, ce que je disais tout à l'heure, à dépasser leur sport. Je parle des femmes. Et à toucher. Cyrilla, pour moi, elle a les deux pour le coup. Elle performe et elle a ce côté chaud un peu. Tu regardes son entrée au JO de Paris. Moi, j'ai vu son entrée, j'ai regardé, j'ai juste tourné la tête. J'ai juste vu son entrée, je dis, ok, cette meuf, je kiffe. C'est une star. Elle met le show, elle met dans l'ambiance. J'ai envie d'être avec elle. L'attitude, elle arrive sur d'elle. Personne ne lui prédit un podium ou alors vraiment ric-rac. Et en fait, elle est à ça de la médaille d'or. Puis elle a un look et tout. Tu vois, il y a tout un ensemble. Et franchement, elle le fait super bien. Est-ce qu'on les entend beaucoup, ces femmes-là? On les entend moins que les hommes.
Voilà. Moi, Est-ce que c'est pas conditionné à la performance sportive aussi, tu vois? Alors, ou aux médias? Après, non, moi je pense qu'il y a aussi quelque chose. Alors, pour l'expérience, j'ai commenté du foot féminin. Ouais. Et tu vois, j'étais un peu. Et j'avais une posture pourrie, hein, je veux pas te mentir. J'étais en mode, faut donner faut donner de la force et tout. Je suis rentré dans le truc de base. Et en vrai, je me suis mangé des murs dans tous les sens parce qu'en fait, dans le cadre du foot, je savais pas, elles gagnent très bien leur vie, elles ont pas du tout besoin de ça, elles s'en foutent totalement. Moi, je pensais faire une bonne action, tu vois. Et finalement, il y avait pas de t'as vraiment deux mondes dans le monde professionnel. Ça dépendra des sports aussi, je pense. Après, il y a une notion très française. Hein. Si on parle de foot féminin, en Espagne, ils n'ont pas de problème à donner de la place au foot féminin. Le Barça écrase tout dans des stades pleins, hein, donc il n'y a pas de souci. En première ligue, en Angleterre aussi, ça s'est beaucoup professionnalisé. Et ils ont rattrapé un grand retard. Nous, en fait, c'est galère. Tu sais même pas trop sur quoi est diffusé. Soit la D1, soit la Ligue des champions féminines. Tu te rends compte, la Ligue des champions féminines, il n'y avait même pas de diffuseur télé. Il a fallu trouver des biais indirects pour la diffuser. Non, mais par exemple, la première division féminine aujourd'hui est diffusée par un groupe crypté qui met beaucoup d'argent et qui met beaucoup plus d'argent que sur d'autres divisions qui sont beaucoup plus populaires chez les mecs. Ça, c'est une réalité aussi qu'il faut expliquer si tu veux. C'est un peu politique. Bah oui, voilà, c'est politique, c'est clairement politique. Et après, tu vois, je voyais dans le chat, ça parlait de Sarah Balzer, qui a été quand même une hype, je trouve, cet été autour des JO notamment. Voilà, c'est aussi comme tous les sportifs, c'est pas uniquement que sur les nanas, c'est, je te dis, des gens qui performent dans leur discipline et qui représentent quelque chose, qui représentent aussi des modèles. Amélie Mauresmo est un modèle pour plein de nanas en France, Marie-Jo Pérec a été un modèle pour plein de nanas en France, et c'est pour ça aussi que tu vois dans la liste des 5 là, qu'on a sorti, même chez les mecs, tu vois, on peut s'identifier assez rapidement et assez facilement. Mais tu vois, mettre uniquement l'accent sur dire c'est les médias qui en font pas assez, ou on ne promeut pas assez aujourd'hui le sport féminin ou les sportifs féminines, moi je trouve que il y a peut-être une vérité là-dedans, mais c'est aussi se voiler la face sur le niveau aussi de nos sportifs françaises. C'est un facteur, j'en ai pas fait le facteur unique, c'est un facteur. Tu vois, en tennis par exemple, il n'y a plus personne, tu vois. En foot, l'équipe elle est plus sur la pente, descendante. Le rugby par exemple, c'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est pas très popularisé. Par contre, le tournoi destination, il passe sur France Télévisions. Par contre, tu vois, je voyais dans le chat, on citait Laure Manodou. Bon là, par exemple, on avait une sportive qui réunissait tout, à la fois les performances, l'aspect surprise dans un sport historique pour la France, et puis il y avait autre chose, il y avait quelque chose en plus, le personnage nous intéressait. C'est marrant, on fait toujours le lien entre tous nos thèmes sur le storytelling. Et on a du mal. Parce que ça touche aux émotions aussi. Bah ouais. Et tu regardes un truc pour avoir des émotions, et parce que l'émotion te pousse à pas vouloir louper quelque chose. Regarde, Florent Manodou, il peut dire entre guillemets merci à sa sœur avant, parce que je pense que tout ce qu'on lui donne sur les JO de Paris, etc., je dis pas que c'est pas le plus méritant, hein, il y a une vraie histoire derrière, mais en termes de performance à l'instant T, dans les espoirs, etc., de médailles, c'est pas lui sur qui tu comptais, tu vois. T'as vu la séquence qu'on a retenue ? C'est sa sœur qui le commente et qui pleure quand il voilà. médaille. Ouais, non, mais enfin. Avec l'or autour du cou, le fameux l'or. Pour confirmer ce que tu disais justement sur le. Bon, c'est cool parce que et je trouve c'est top, ça vous fait aussi beaucoup réagir dans le chat, et je tiens aussi, chat, à vous féliciter parce que quand on évoque ce genre de sujet, ça peut très vite partir en steak, si je peux dire ça comme ça. Et là, vous êtes top. Ça fait plaisir de pouvoir parler de sujets comme ça, de t'avoir aussi à peau, parce que des fois, il y a beaucoup trop de sujets évoqués comme ça, sans femme autour du canapé ou de la table. Et merci le chat parce que vraiment, vous avez apporté au débat. Clairement. On pourrait en parler. Ouais, de ouf. T'as raison. C'est le nouveau cœur. C'est le nouveau cœur. C'est le cœur kawaii. Tu connais pas? C'est le nouveau cœur. Merci. Comme ça, hein. Ouais, ça c'est les cœurs boomers, ça faut faire gaffe. Mais tu sais que je vis. Ouais, mais comme ça, moi je suis sûr, on n'est pas des boomers. C'est mon âge. Merci, c'est Kabir qui m'a appris. Bisous à toi, Kabir. Le cœur japonais, exactement. Bon, on pourra en parler pendant des heures, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on mange parce que j'ai très faim. On va te faire engueuler surtout. On rejoint on va pas rejoindre Sou nous rejoint pour la dernière. La virgule est partie, mon rêve, tu peux venir. Oui. Et je rappelle, parce que je ne l'ai pas précisé, que pour toutes les nouvelles inscriptions sur Winamax, vous avez 100 € en pari gratuit, et qu'il y a un petit code promo pour le lancement de l'émission. Code promo quand vous inscrivez RMC10, et ça vous donne 10 balles en plus. À toi, mon Sou. Il va bien. En fait, il a vibré de dingue. Alors, on parlait des sportifs français. Je vais faire le parallèle avec Winter Wembanyama. Ce soir, sur la carte NBA, il y a 15 matchs parce que il y a les élections. Tu vas être jugé en face. Hein. Ah ouais, il y a les élections. Donc pas sur les élections, c'est plus sur la NBA. T'as pas une cote Kamala Harris? T'imagines? Non, pas encore. Mais il y a 15 matchs, très grosse carte.
J'ai choisi les Clippers, c'est mon équipe de cœur. Voilà. Wow. Je vais partir sur une. Waouh, je t'ai dit, il va te juger de ouf. Ah, mais c'est dur de pas. J'ai bien aimé le hockey. Ok. Waouh. Ouais, je vais partir sur les Clippers, sur une première victoire à domicile avec notre nouveau stade. Voilà. Tout le monde a entendu parler du nouveau stade. Ouais, dingue. Folie. Incroyable. Ça te donne envie d'y aller. Ça fait 4 défaites d'affilée à domicile. Okay. Je pense que là, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Okay, on a joué 2 fois les Suns. Ouais. On a perdu contre les Blazers. Non, ça. Encore. Carrément, le mec. J'allais te demander, c'est quoi ton numéro? Parce que je t'avais pas connu, frérot. Et on perd contre OKC. Donc, voilà. Donc les Clippers, hop, en my match, toujours pareil. Ça va bien fonctionner. Ouais, c'est bon. Les Clippers. Hugues Roncu, il dit ça fera 5 défaites des os. Waouh. Non, pas ce soir. Pas ce soir. Parce qu'il y a des absents aux Clippers, on rappelle, et que c'est l'autre équipe de Los Angeles, donc concurrente des Lakers. C'est l'autre équipe. Il est en train de ruiner le PFC de Los Angeles. Voilà. Je préfère pas réagir. Non, mais attends, par contre, peut-être c'est la franchise la mieux gérée de la NBA. C'est un truc de ouf. Ouais. Bah, le stade, franchement, même comment on a construit l'équipe, bon là c'est un peu, on va dire que c'est la transition. Ouais, voilà. Transition. Victor Wembanyama, 7 rebonds, je pense que c'est faisable. Je crois que c'est un peu safe ça par contre. C'est un peu safe. Après il y a Zubac, il a du mal avec Zubac. C'est le meilleur rebondeur de la ligue, Zubac à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça. Et comme Wemby, il shoot de très loin souvent. C'est ça, c'est exactement ça. Il ne donne pas les moyens d'aller au rebond. Merci Sacha. Mais il est quand même à 10 rebonds de moyenne, Wemby, donc je valide. Ouais, les 7 rebonds, ça devrait le faire. Et le retour à la maison de CP3. Hop, j'ai mis 7 passes décisives, plus de 6,5. Il est sur une moyenne de 10, de 9, il me semble. Il est pas mal. Je pense que c'est un petit combo de 40. Franchement, un petit billet, ça peut toujours faire du bien. Et attends, juste un tips, toi qui es fan des Clippers, tu mettrais un petit billet là, parce que ça en parle beaucoup dans le chat sur le fiston LeBron ou... Ben là, il est en développement. Il a été, il a fait le refoutre en ligue de développement. C'est bon, il a joué les matchs, on l'a vu avec papa, c'est bon. Il a mis son panier. Il a fait la pub Nike, tout va bien, c'est bon, allez. Rentre fiston, c'est fini. Le storytelling, on parle de storytelling, c'est bon. Allez, parce qu'en fait, en même temps, d'un coup, comme par miracle, les Lakers sont devenus compétitifs. Donc ils ont fait bon, attention, c'est vrai. On peut essayer de le retirer dans le vestiaire, frérot. Il est bien celui-là en vrai. Attends, celui-là, il est top. Avec plaisir, les gars. T'avais fini sur celle-ci? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. On te retrouve la semaine pro? Avec plaisir. Bon, si on annule pas l'émission jusqu'ici. Non, ça devrait pas. Ça veut dire que personne ne sera là, t'inquiète. Merci Sou. Je te propose de terminer avec nous, Sou. Ouais. Merci à tous le chat. Encore une fois, je vous remercie. On espère que ça vous a fait kiffer. Merci à vous 3. C'était trop bien, on a kiffé. Je vais faire un cœur de boomer. Ouais, moi aussi, je te suis. Voilà. On est là, merci le chat, merci les gens. Tu sais, dans les séries, je suis en train de mater beaucoup de séries coréennes et ils font ça. Non, mais là, c'est bien. Ah ouais, là, c'est cringe de ouf. C'est cringe. J'assume. Merci aussi à Erwan, à Sam derrière, Sam qui était dans nos oreilles, à toute la prod, à Chloé, à Alex. Je vais en oublier certainement. Laurent lâche l'argent, a dit Hugo. Ouais, exactement. Ah oui, vous n'êtes pas payé, hein, je vous ai pas prévenu. Ah. On a des cœurs aussi dans le parce chat. qu'on fait trop passer le message pour les droits de diffusion. Écrivez à Laurent, il sert du chat. Bon, Laurent paye. En tout cas, c'est très cool de voir toutes vos réactions. Tous les lundis, normalement, jusqu'à qu'on nous dise d'arrêter, tous les lundis, 21h, on se retrouvera pour évoquer un peu ces sujets. N'hésitez pas aussi, sous les commentaires du replay YouTube, si vous avez des sujets, des suggestions de sujets et tout, tu vois, si vous avez des propositions. Merci Lucas Pouille, j'adore. Je reviens très vite sur les cours, mec. J'adore de fou. Est-ce que tu serais pas meilleur pour cette émission qu'un tennis? C'est pas sûr. Ça, c'est la cote sous, tu peux nous dire qu'elle est très basse. Je suis mort. Bon, bonne semaine à tous. De mon côté, vive le ping et on se voit la semaine prochaine. Vive le sport. Vive le sport, exactement. Bye la team. Ciao les amis.